Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce 21e épisode du 9-10. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, je vous vois arriver. Il est trop long ton pseudo, Biscuit Prince de Luce, c'est trop long, bon, il va falloir que je te trouve un surnom. Bonsoir à Red le Rouge et à Roméo aussi. Bonsoir à tous, donc 21e épisode du 9-10, le moment que l'on va passer ensemble, hein, vous en avez l'habitude maintenant tous les lundis soirs en direct sur Twitch ou dans vos émissions, vos replays, comment dirais-je, vos applications de podcast favorites quand vous nous écoutez à partir du lendemain, puisque généralement ils arrivent dès le lendemain en version podcast, que ça soit audio ou sur la chaîne YouTube. Bref, le principe, vous le connaissez, je le disais, on va passer entre 1h30 et 2 heures ensemble hein, pour parler des footballs de la planète Hello avec plusieurs thèmes. Et ce soir, vous ne verrez qu'une seule personne, c'est moi, je sais, hein, il y a déjà la moitié du chat qui va s'en aller, hein, parce que vous ne verrez pas les grandes stars qui m'accompagnent, mais vous allez les entendre au moins. Je vais vous les présenter, ceux qui vont m'accompagner. Il y aura Pierre Gerbeau depuis la Colombie, avec qui on parlera de Copa América féminine. Salut Pierre. Salut Nico, salut à tous. Et puis on aura un duo Brésil-Uruguay, donc ça va être sympathique. On va commencer par l'Uruguayen qui aura le dossier, je vous dévoilerai un petit peu plus, vous l'avez probablement vu sur les réseaux, hein, notre sommaire, mais on va le redévoiler dans un instant. Monsieur Jérôme Le Signe, ça faisait un petit moment, salut Jérôme. Et bonsoir à tous, et en effet, moi, on m'invite jamais, donc quand je suis invité, je viens. Ça y est, voilà, et après vous verrez comment sont perçus les Uruguayens en Amérique du Sud, ils se plaignent tout le temps, voilà. Ouais, Jérôme, on t'invitera quand Peñarol aura gagné une nouvelle Libertadores. Oui, alors venant d'un Colombien, ça me... J'osais pas le dire. Et l'hôpital, la charité, tout ça. Ça peut arriver avant un Colombien. Bon, bref. Voilà, et puis on parlait de gagner la Libertadores, on va accueillir celui qui va la gagner, enfin peut-être pas avec son Flamengo, quoique je pense que c'est ce qu'il attend, mais voilà, qui a décidé de se cacher ce soir, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous, et j'aime bien ta première phrase, t'aurais pu t'arrêter, un flamengo, c'est bon. Mais bon, voilà, on verra, je sais pas, on verra, on va rien dire, on sait qu'elle sera brésilienne de toute façon, cette Libertadores, sauf Cataclysme Atomique, elle sera brésilienne, on l'a déjà dit 20 fois, on le dit dans les lives, on continuera de la suivre, hein, bien évidemment, et de faire des lives, bref, voilà. Voilà le casting de la soirée. On va regarder justement le sommaire un peu plus en détail. Le voici. On va faire des news qui sont exclusivement consacrées, on va dire de manière générale, aux éliminatoires pour la Coupe du Monde féminine qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande, hein, parce que vous le voyez par exemple chez nous en Europe avec l'Euro qui se termine cette semaine, hein, puisque ce sont les demi-finales qui démarrent demain et la finale aura lieu dimanche. Eh bien, c'est pareil partout sur la planète Hello, puisque c'est le cas en Océanie, c'est le cas en Amérique du Nord, c'est terminé, et c'est le cas en Amérique du Sud. On y reviendra avec Pierre. Ce seront les news de la semaine. Tu vas voir, Red le Rouge, pourquoi il se déguise. Marcelin, parce que derrière, on a... C'est pas cette raison-là, elle arrive un peu plus bas. Il y a dans les lignes et tu descends et tu comprends tout de suite. On va faire un dossier sur Luis Suarez et cette histoire. On peut pas dire cette nouvelle, on va dire cette histoire. Hein. On va prendre des précautions. Hein. On en parlera un petit peu avec Jérôme tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Est-ce que Luis Suarez va revenir à National ? Est-ce que c'est un retour voilà, quelles peuvent être les conséquences de ce retour ? Pourquoi ? On va aussi analyser cette campagne hein, qu'il y a eu pour faire venir éventuellement, je rajoute éventuellement Luis Suarez à National. Ensuite, ce sera le moment d'aller au Brésil, et donc ça sera au tour de Marcelin. C'est officiel ? Non, c'est pas officiel, hein, on va y revenir. On ira au Brésil, je le disais à l'instant, pour le joueur de la semaine, Joao Victor. Enfin, lui, il n'est plus au Brésil, hein, il vient de le quitter. Et enfin, voilà pourquoi il se cache. Marcelin va vous parler de son deuxième club de cœur, Fluminense. Et là, il vient de couper. Non, il va vous parler du maillot qu'a sorti Fluminense ce week-end. Vous verrez, il y a toute une histoire là-dessus. Et puis, les rendez-vous habituels, les traditionnels, les Golasso Hello et les rendez-vous de la semaine. Voilà, ouais, on a perdu Marcelin, probablement, Nostromo. T'es toujours là, Marcelin ? On a perdu Marcelin. Non. Il n'est plus là. Bref, voilà, vous voyez, le sommaire est assez chargé, hein, un petit peu comme d'habitude. On va pouvoir démarrer tout de suite. On va envoyer avec les news de la semaine. Et je le disais, les news, elles vont être exclusivement consacrées au football féminin. Il n'y aura pas de Tour d'Afrique cette semaine, hein, vous l'avez deviné, je ne l'ai pas présenté, donc il n'est pas là. Pierre-Marie n'est pas avec nous.
On va juste quand même, parce qu'il m'a envoyé le message aussi, et parce que voilà, hein, c'était l'une des infos du week-end, mais vous l'avez tous suivi, ou de la semaine dernière, fin de semaine dernière. On va quand même juste saluer la Radia du Sénégal dans les CAF Awards. Alors chacun y accordera le crédit qu'il veut à ses remises de prix individuelles et collectives. Le fait est que, voilà, les récompenses de l'année, hein, décernées par le football africain, si vous avez eu... j'allais dire la chance, je vais pas vous dire la chance, je vais dire si vous avez subi la cérémonie de remise des prix, voilà, ça mérite qu'on en parle, hein, au final de ces récompenses, parce que c'était un calvaire à suivre. Ça a duré près de 2 heures, je crois, c'était horrible. Bref, donc on va saluer juste la Radia du Sénégal avec... subi, la cérémonie était horrible, hein, ça a duré trop longtemps. Bref, je le disais, Radia du Sénégal. But de l'année pour Ousmane Sako, meilleur jeune joueur de l'année Pape Matassar, entraîneur de l'année Aliou Cissé et joueur de l'année Sadio Mané. Bon voilà, hein, le Sénégal qui sera à la Coupe du Monde, on verra quelle sauce il se fera manger ou pas. On va pas relancer le débat, surtout que PM est pas là, donc on peut pas commencer à chauffer un petit peu PM sur les performances des Africains en Coupe du Monde. Voilà. Donc on en reparlera plus tard. Bref, voilà, je le disais. Ça, c'est juste le clin d'œil qu'on voulait faire au Sénégal, que Pierre-Marie voulait me faire passer pour la performance du Sénégal. On va donc se consacrer à ce qui se passe chez les filles, puisque on a abordé déjà il y a 15 jours, on a commencé, on a continué la semaine dernière. On est dans une phase de qualification pour la Coupe du Monde 2023, Coupe du Monde qui aura lieu en Asie-Océanie, hein, puisque à moitié Australie, à moitié Nouvelle-Zélande, hein, pour les deux organisateurs. Justement, on va commencer, on a déjà des qualifiés, on en a déjà parlé dans la zone Amérique du Nord, puisque les États-Unis, si je me trompe de bouton, ça va pas le faire, voilà, les États-Unis affrontaient le Canada en finale de la CONCACAF Women's Championship et se sont imposés, donc les doubles championnes du monde ont battu les championnes olympiques sur un penalty d'Alex Morgan, que je vous montre si vous avez les images. 1-0 pour les États-Unis, qui sont donc qualifiés pour la Coupe du Monde, qui vont être accompagnés du Canada, je le disais, du Costa Rica et de la Jamaïque. Les deux équipes qui iront en barrage intercontinental seront, je le rappelle, hein, si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, seront seront la Jamaïque et Panama, puisque la Jamaïque a battu Haïti au dernier match, et donc c'est la Jamaïque et Panama. Ça, c'est pour la partie Amérique du Nord, qui était déjà finie. Ça s'est terminé avec cette finale qui s'est jouée après notre émission la semaine dernière, d'où la petite mise à jour. On parle de barrage intercontinental auquel vont participer Jamaïque et Panama. En Océanie, le vainqueur, j'en parlais la semaine dernière, la future vainqueur de l'OFC Women's Nations Cup ira dans ce barrage intercontinental. Il y aura plusieurs équipes qui vont être réparties, il y a un tirage au sort qui aura lieu, bon, enfin, on reviendra là-dessus. Bref, je rappelle que dans cette compétition, normalement, traditionnellement, elle est remportée par la Nouvelle-Zélande. Là, c'est pas le cas, la Nouvelle-Zélande, comme elle organise, ne participe pas. Et je vous montre où on en est actuellement. On en est sur les demi-finales, puisque les quarts de finale ont délivré leur verdict. On parlait des favoris annoncés qu'étaient les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous voyez ces deux sélections sont toujours en demi-finale. Ça a été assez facile pour les Fidji face aux îles Cook. Les filles vont jouer celles des îles Salomon en demi-finale. Et du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça a été un peu plus compliqué avec une qualification au tir au but. Après avoir été menées 2-0 à la mi-temps face aux Tonga, elles affronteront en demi les Samoa qui ont sorti la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle donc qu'il y a les demi-finales. Vous voyez la date, hein, c'est le 27, c'est dans 2 jours. Et donc ensuite... on verra qui décrochera le dernier ticket pour les barrages intercontinentaux de la zone Océanie. Les demi, vous avez vu les affiches, je le disais à l'instant. On parle de barrage intercontinental, on parle justement de qualification pour la Coupe du Monde 2023. On s'est intéressé à l'Amérique du Nord, on a fait un petit détour en Océanie. On va aller voir Pierre en Colombie, puisque c'est évidemment la Copa América. On va arriver également aux demi-finales en Copa América, donc on va en profiter pour faire un petit peu le point sur cette compétition. On est à peu près, on est dans les mêmes temps que l'Euro, hein, vous voyez, hein, ces 3 compétitions sont vraiment dans les mêmes temps les unes que les autres. Avant donc de parler des demi, Pierre, on va revenir un petit peu sur la phase de groupe, on va faire un petit peu le bilan de cette phase de groupe de
de la Copa América féminine. Justement, quel est-il ce bilan? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quel bilan peut-on tirer entre la balade brésilienne et finalement la belle réussite colombienne? Ouais, juste avant, tu parlais des équipes qualifiées pour le barrage. Depuis hier soir, on connaît la première équipe sud-américaine Ouais, mais on qui va y ira au revenir après. barrage. On va y revenir après. On y reviendra après. Ok. Et donc pour la phase de groupe, écoute, de toute façon, le Brésil fait carton plein, vraiment. Vraie machine de guerre. Il y a pas grand-chose à dire hein, sur ça. Le Brésil s'est vraiment baladé contre tous ses adversaires. Il semble vraiment, on l'avait dit, hein, il y a 2 semaines, 3 semaines, quand on avait fait la présentation, on avait dit que le Brésil était le grandissime favori. Ouais, c'est ça. Vas-y, continue. Et ça s'est confirmé. Hein. Enfin, voilà, il n'y avait pas photo. C'est la seule nation qui n'a pas pris de but encore dans cette Copa América. Voilà, ils ont fait 4 matchs, 4 victoires, 17 buts marqués, 0 encaissés. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas eu photo dans ce groupe B. D'ailleurs, les demi commencent ce soir et si Colombie-Argentine paraît vraiment ouvert comme demi-finale, de l'autre côté, Brésil-Paraguay, ça semble légèrement plus déséquilibré. Ouais, c'est pareil, donc, on va en parler après. Mais donc, ouais, sur phase de groupe, on va retenir essentiellement que ça. Ou tu as d'autres petits enseignements à tirer sur justement cette phase Non, sur la phase de groupe, la Colombie est montée en puissance. Elles avaient commencé doucement contre le Paraguay, où c'était vraiment poussif. Après, contre la Bolivie, il y avait un petit peu de mieux, mais les 2 derniers matchs contre l'Équateur, où même s'il y a eu un score assez serré au final, puisque ça avait fait 2-1, le dernier match contre le Chili, c'était vraiment la meilleure Colombie, et la meilleure Colombie depuis bien longtemps, puisqu'elles ont largement dominé les Chiliennes. Il y avait déjà 4-0 à la pause. Elles n'ont pas forcé en deuxième mi-temps. Donc, on a eu une Colombie qui est montée en puissance et qui finalement fait 4 victoires sur 4. Donc, c'est plutôt quelque chose de très, très positif, surtout que le contexte est quand même assez compliqué, surtout pour les joueuses qui sont au pays, puisque la nouvelle est tombée. Elle est tombée dans le week-end. Si sportivement ça va, en coulisses, voilà, j'avais rarement vu autant de décalage, puisque c'était confirmé, il n'y aura pas de Liga Femenina voilà, Liga, je ne vais pas donner le sponsor, mais voilà. Tu peux y aller, on s'en fiche, hein, on risque rien, nous. On risque rien, mais voilà, il n'y aura pas de Liga Betplay Femenina au deuxième semestre. Voilà, il n'y avait pas assez d'équipes et les équipes engagées n'étaient pas très très chaudes pour faire un tournoi court. Donc la nouvelle est tombée ce week-end. Ce qui va permettre, c'est qu'on en a plus par rapport aux filles justement. Est-ce qu'elles vont rester sous contrat ou est-ce qu'elles vont devoir aller au taf? Grosse question, grosse question. Je pense que le Deportivo Cali qui jouera la Libertadores, elles vont rester sous contrat. Après, il y a Vanessa Cordoba, la fille d'Oscar Cordoba, qui vient de rejoindre le Deportivo Cali et qui avait mis justement, qui a fait un sondage en gros pour dire bon bah maintenant on fait quoi? Enfin, je fais quoi? Est-ce que je pars à l'étranger? Est-ce que je reste, je trouve un autre travail? Est-ce que je deviens femme de ménage? Est-ce que j'ouvre un compte OnlyFans? Elle a fait un petit sondage comme ça pour rigoler, mais c'est une vraie interrogation parce qu'on ne sait pas. Et parce qu'il y a cette on va dire cette loi terrible, hein, c'est que quand les femmes, les joueuses ne sont pas en tournoi, elles ne sont pas payées par leur club. Ouais. Voilà. Après, c'est un petit peu déjà ce que l'on avait abordé hein, dans les émissions précédentes. On avait fait aussi le parallèle avec les clubs qui jouent que les championnats d'État au Brésil chez les hommes qui sont pas où c'est compliqué, qui sont pas payés en dehors de ces 4 mois-là. Enfin, c'est compliqué pour les clubs de gérer une saison complète quand tu joues 3 mois. Voilà, là, ça pose d'autres questions, surtout à un moment où tu essayes de développer. Et par rapport justement au bilan à la phase de groupe, justement par rapport à la vision, à l'évolution qu'on peut éventuellement voir par rapport au développement du foot féminin en Colombie, est-ce que ça a fonctionné au niveau des affluences? Alors je sais que c'est pas forcément un marqueur de fou hein, en Colombie, quoique justement comme les stades sont vides chez les hommes, ça a donné quoi chez les filles? Ouais. Alors, au niveau de la couverture médiatique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Comment au pays elle a été suivie cette compétition? Ouais, par rapport à l'affluence, écoute,
les matchs de la Colombie, le Pascual était rempli. Après, je ne sais pas pourquoi, ils n'avaient pas ouvert les 2 tribunes derrière, enfin les 2 virages n'étaient pas ouverts. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est une vraie interrogation. Personne n'a vraiment pu savoir pourquoi. Donc, il n'y avait pas trop de… du coup, il y avait une bonne ambiance puisque les deux tribunes latérales étaient quand même bien remplies. Pour les autres matchs, pour le Venezuela, il y avait évidemment un peu de monde. Ouais. Parce que si vous ne le savez pas, il y a une grosse migration vénézuélienne en Colombie. Ça se chiffre en millions. Donc, forcément, ça se sentait un petit peu dans les stades. Ce n'était pas guichet fermé, mais il y avait un petit peu de monde. Par exemple, hier à Arménia, il y avait du monde. Pour les autres… c'est un peu compliqué, ça attire pas vraiment les foules, vraiment. Ouais, j'imagine voilà, qu'il n'y avait pas grosse affluence sur un Pérou-Uruguay, quoi. Voilà, exactement. Donc ouais, pour ce côté-là. Et au niveau de la ouais, couverture médiatique, c'est suivi par les médias ou ouais, uniquement alors la ça c'est sélection? clair. Non, Win suit, d'ailleurs, montre les matchs. Hier, il n'y avait pas de match de championnat masculin au moment de Chili-Venezuela, tout simplement parce que Win diffusait ce match-là. Il y a aussi les télés pour les personnes qui n'ont pas, puisque le canal de Win Sport Mass est payant. Il est à 30 000, ouais, ça fait un peu moins de 10 euros, il est à 30 000 pesos, donc c'est quand même une somme pour les personnes les plus modestes, c'est clairement une somme élevée et elles ne le feront pas. Donc pour les personnes qui n'ont pas accès à cette chaîne, il y a les télés nationales, donc télé Antioquia pour Medellín, télé Caraïbes, etc., qui diffusent les matchs aussi et qui sont donc accessibles gratuitement en clair. Et ce n'est pas négligeable, puisque c'est quand même à l'image de la France, c'est très, très, très rare et très, très compliqué d'avoir du foot en clair ici, sauf si c'est la sélection en gros. Donc voilà, la couverture médiatique est quand même vraiment bonne. Il y a la possibilité d'avoir accès à ces matchs-là très facilement. C'est relayé puisque vous regardez les émissions de foot, l'équivalent de l'After, par exemple. En Colombie, ils parlent de la Copa América, évidemment. Ils ont des envoyés spéciaux dans les villes. Donc ça, c'est assez couvert. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Et voilà, il y a d'ailleurs une attente assez forte pour cette demi-finale qui arrive ce soir contre l'Albi Céleste. Ouais, et on va en parler dans un instant de la demi-finale. Tu voulais aborder avant, tu l'as abordé tout à l'heure. On va parler du match qui s'est joué. C'était hier, c'est ça? Ouais, c'était hier soir. Match important, match pour la 5e place. Alors avant de parler du match en lui-même, pourquoi le match est important? Je vais vous rappeler quand même un petit peu le format de cette Copa América. Vous le voyez ici, c'est écrit en espagnol pour ceux qui ont l'image, mais bon, on va vous l'expliquer assez rapidement. Les 3 premiers de cette compétition vont directement à la Coupe du Monde féminine. Voilà, vous le voyez, il y a des Jeux Olympiques en plus pour les 2 premiers. Voilà, pour les finalistes, il y a les Jeux Olympiques 2024 en plus. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui est écrit. Et il y avait un match important hier parce que 2 autres équipes vont participer aux barrages intercontinentaux dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'Amérique du Nord et avec l'Océanie. Ce sont les équipes qui se classent 4e et 5e. Et donc, 4e, vous comprenez qui c'est, ça va être un des demi-finalistes. Et 5e, c'était donc le vainqueur du match qui opposait le Chili au Venezuela. Une équipe qui était à la Coupe du Monde 2019 face à une équipe que l'on attendait peut-être un petit peu plus haut quand même dans son groupe, le Venezuela. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi je pensais vraiment qu'elles allaient accrocher la 2e place et elles ont malheureusement perdu contre l'Argentine sur un match vraiment un match très 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 serré. Et du coup, elles ont terminé 3e et elles ont perdu hier au tir au but. Et bien justement, voilà, hier, il y a eu ce match qui a opposé le Chili au Venezuela, avec une égalisation vénézuélienne dans les arrêts de jeu, si j'ai bien suivi l'histoire. Dayna. De la reine Dayna, ouais, justement ce match, Pierre, voilà, qu'est-ce qu'on en retient de cette rencontre? Écoute, c'est un match où sincèrement, aucune des 2 équipes ne méritait de perdre. Voilà, c'était un match vraiment très ouvert. Il y avait des occasions de part et d'autre. Le Chili a réussi à ouvrir le score juste à l'heure de jeu, il me semble, un peu avant. Magnifique but d'ailleurs. Je ne peux pas vous mettre la vidéo malheureusement, parce que alors pour vous dire les choses, si je mets un bout d'image, la CONMEBOL va arriver. La CONMEBOL nous strike direct. Voilà. Donc on oublie.
Ouais, mais un bien joli but, hein, frappe une bonne vingtaine de mètres, magnifique. Et donc le Venezuela a poussé pour revenir et est revenu finalement dans les arrêts de jeu avec Dayna Castellanos. Mais ouais, match vraiment, sincèrement, le Venezuela, il peut avoir des regrets parce que ce soit contre l'Argentine, c'était très très serré. Elles ont raté des énormes occasions en fin de match et finalement elles perdent, elles se retrouvent troisième. Là, elles ont vraiment bien joué, dominé. Elles frappent la barre en première période avec une tête, j'ai oublié la joueuse, mais voilà, avec une tête qui s'est vraiment bim écrasée sur le poteau. Et Et puis enfin, il y a eu vraiment une même énorme sur Christian l'écart. Endler dans les buts du Chili aussi, hein. Voilà, Endler a été exceptionnel. Donc, ouais, le Chili a fait son match aussi, hein, attention, c'était quand même, voilà, ils n'ont pas volé leur victoire. Mais ça s'est joué au tir au but et le Venezuela a été plombé d'entrée parce que si Dayna a égalisé, elle a complètement vendangé son tir au but qui est parti dans les nuages. Et le Venezuela s'en est jamais vraiment relevé puisqu'elles ont raté les 2 premières tentatives, alors que le Chili a mis ses 3 premières. Donc à partir de là, c'était terminé. Donc voilà, c'est le Chili qui va en barrage et bon, bah, elles auront en tout cas une deuxième chance pour jouer leur deuxième mondial consécutif après 2019. Donc voilà, qualifié pour les barrages. Ouais, exactement. Et tu le disais, hein, justement, Dayna Castellanos, je vous montre l'image, hein, qui a publié sur son compte Instagram une phrase assez rigolote parce elle a quand même été un peu chargée, hein, par certains supporters, hein, toujours, hein. De toute façon, après, elle prend souvent très cher, hein, la pauvre, parce que c'est une fille aussi très très engagée pour de multiples causes. Voilà, elle a mis cette phrase-là, hein, sur son compte Instagram. Zico, Maradona, Baggio, Trezeguet, Messi et Ronaldo ont manqué un penalty. Voilà, ça peut arriver au plus grand. Et voilà. Et en gros, ce qu'elle marque, elle a relayé un message qu'elle a reçu. Voilà, parce qu'elle a pris assez cher. C'est vrai que c'est peut-être pas sur ce match qu'il doit y avoir beaucoup plus de regrets, peut-être plus, comme tu disais, hein, sur le match de l'Argentine. On parlait il y a un instant, comment dirais-je, de la couverture médiatique. Sachez que si vous voulez savoir si la sélection chilienne s'est qualifiée pour le barrage intercontinental dans les médias chiliens, bah, bon courage, hein, parce qu'il y a des choses bien plus importantes comme un Super Classico qui arrive le week-end prochain. Donc voilà, il y a encore un peu de travail et on parle d'un peu de travail. Si vous voulez vous rendre compte qu'il y a une demi-finale qui s'occupe de l'Argentine ce soir en Argentine, bon courage pour aller chercher la une, hein, sur Olé, hein. Il y a des célébrations il y a des choses plus importantes, hein. La célébration de Miguel Borja avec River, le recrutement d'un psychologue par le PSG pour Messi, enfin pour le PSG de Messi, la naissance de la deuxième fille de Maradona sont quand même beaucoup plus de la deuxième fille de Maradona. Il me manquait un fille dedans. Sont bien plus importants que la demi-finale de l'Argentine. Justement, Pierre, tu l'évoquais, les demi-finales. On va terminer ce tour d'Amérique du Sud, enfin de Copa América sur ces demi-finales. Tu le disais, la Colombie, c'est ce soir, Colombie-Argentine. Sur ces demi-finales, tu l'évoquais, le Brésil, bon, ça devrait pas être trop compliqué face au Paraguay. Le Colombie-Argentine, par contre, plus intéressant, hein. Ouais, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ouvert. Et tu as montré tout à l'heure l'équipe qui s'impose ce soir, elle a gagné le jackpot, hein. Elle a gagné le billet pour Paris, le billet pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande l'année prochaine. Une place en finale de la Copa América, ce serait vraiment le jackpot. Donc, ouais, demi-finale, pardon, très, 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 très indécise. Je pense que si la Colombie est au même niveau que contre le Chili, ça va être très, très compliqué pour la Libye Céleste. Après, voilà, est-ce que les Colombiennes ne vont pas avoir les jambes qui tremblent? Parce que on change de stade, hein, on part à Bucaramanga. Le stade sera plein. Je ne sais pas, voilà, si elles ont les jambes qui tremblent, ça peut être compliqué et ça peut rajouter du coup un peu comme je ne sais pas si Marcelin est là, s'il dort, mais un peu comme le Brésil 2014, quoi, hein. Toute proportion gardée, mais avec cette vraiment cette pression vraiment même un petit peu qui peut être malsaine au final. Voilà, il ne faudra pas se louper pour les Colombiennes contre l'Albi Céleste. Et si elles sont menées rapidement,
de 1 voire 2 buts, ça va être très très compliqué et je pense que elles ne reviendront pas. On rappellera que l'Argentine en a pris 4 face au Brésil dans sa phase de groupe. Donc on imagine quand même que l'équipe qui va s'imposer dans cette demi-finale aura juste, tu le disais, parlé de jackpot, puisqu'elle gagnera en plus d'une qualif à la Coupe du Monde assurée. Elle ira aussi chercher une qualif pour les JO 2024 à Paris. L'autre, il faudra qu'elle bataille dans ce qu'on appelle traditionnellement la petite finale, probablement face au Paraguay. Tu évoquais Marcelin avec le Brésil. Donc en gros, je disais, ces deux équipes-là, Colombie et Argentine, c'est celle qui va avoir le droit de se faire normalement détruire par le Brésil en finale. Ça bouge un peu au Brésil, Marcelin, si tu es là, sur les filles à la Copa América, ou pas plus que ça? C'est mon œuvre qui sont contre le maillot de Fluminense et on rappelle 2014. Ah, on est bien là ce soir. Je suis content d'être là. Et sinon, non, franchement, il n'y a pas grand-chose. On parle plus du penalty de Neymar d'aujourd'hui que de ce qui se passe chez les filles. Non, je vois vraiment pas grand-chose. Ouais, alors tu vois, c'est marrant, mais on en revient à l'histoire que le Brésil ne vit que à travers les Coupes du Monde. Là, c'est une Copa América. Puis bon, le Brésil survole tellement que voilà. Donc ça passionne même pas encore les foules. Alors ça passionnait pas déjà chez les mecs. Alors chez les filles, ça passionne encore moins. Ils attendent juste la Coupe du Monde 2023, c'est ça, concrètement. Ouais, chez les filles, c'est pareil, c'est Coupe du Monde et JO aussi. Quand même, les JO, c'est aussi important, c'est bien suivi. Mais sinon, dans la Copa América, c'est comme pour les garçons, ils s'en foutent. Ouais, on l'a bien vu ça, on l'a bien vécu en 2019. Si jamais un jour il y a une Copa América au Brésil et que vous vous dites je vais me faire un kiff, je vais aller vivre une Copa América au Brésil, vous pouvez oublier. Vous n'allez pas vous faire un kiff. C'est pas la peine. Allez vivre une Coupe du Monde éventuellement au Brésil, mais une Copa América, c'est pas la peine. Vous n'aurez pas l'impression de la vivre. Mais bon, voilà. Donc voilà, les rendez-vous, on les répétera en fin d'émission, mais Pierre le disait, Colombie-Argentine, c'est cette nuit, c'est 2h du matin, Pierre, c'est ça? 19h en Colombie, donc il y a 7 heures de décalage horaire. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et même heure, mais c'est la nuit prochaine, donc pas la nuit prochaine, la nuit de mardi à mercredi pour Brésil-Paraguay, c'est ça. C'est bien ça. Et les deux matchs à Bucaramanga. Voilà, si vous voulez y aller, allez-y, belle petite ville, il fait chaud. Enfin là, il faut se dépêcher quand même. Ouais, il faut se dépêcher, mais 30 degrés. Allez, la finale sera là-bas aussi si vous voulez passer une petite semaine à Bucaramanga. Allez-y. Eh bien, très bien. On va passer au dossier de la semaine. On va aller en Uruguay, je le disais. On va évoquer justement le cas de Luis Suarez. Et donc, pour cela, on va retrouver notre ami Jérôme Le Signe qui, lui, je sais pas si... Enfin, j'ai regardé un peu la presse. Je sais pas si toi, tu as vu de ton côté. On n'a pas vraiment parlé des filles, je crois, en Uruguay. Non, elles ont fait un tournoi modeste puisqu'elles se sont fait taper, notamment assez sèchement par les Brésiliennes. Elles ont gagné qu'un seul match de mémoire qui était le dernier, mais qui était un petit peu une consolante. C'est très compliqué, forcément, pour un petit pays. Et ça se construit petit à petit au niveau du football féminin. Ça se professionnalise au niveau des clubs où ça a été forcé un petit peu pour les clubs masculins d'avoir une section féminine. Elles ont maintenant un championnat qui est régulier, ce qui n'était même pas le cas, comme Pierre pouvait en parler pour la Colombie il y a cela quelques temps. Il y a des pays où il n'y avait pas de championnat régulier. L'Uruguay, c'était le cas, il n'y avait pas de championnat régulier. Maintenant, il commence à y en avoir un, mais ça reste compliqué. Ouais. Mais ça arrive, parce que moi je me souviens qu'il y a quelques années, pour avoir discuté avec quelqu'un qui suivait le football féminin en Uruguay justement, ça remonte au lucarne opposé de la préhistoire, voilà, avec parfois j'avais eu des photos et tout, c'était pire que du football amateur. Donc ça se développe quand même, il y a une impulsion de la Fédé quand même. Oui, il y a une impulsion clairement de la fédération, qui est une volonté de la fédération qui est un petit peu forcée par la FIFA ces derniers temps. Et ça commence à marcher. Après, sur le plus qu'amateur, je suis d'accord avec toi, c'est aussi le cas de la deuxième division masculine, par exemple. Donc, ouais, mais là, c'était même pire que ça, tu vois. De général en Uruguay, pour le coup. C'est vrai. Juste avant qu'on embraye sur Luis Suarez, la question de Nostromo qui est passée, auquel j'ai pas répondu. Les barrages intercontinentaux, je vais essayer de te le faire très court et très simplement. Ça va se jouer, sur un match sec. En fait, il va y avoir des
y a plusieurs équipes, il y a 3 groupes, je crois, A, B, C, avec pour certains un premier tour. Ils vont être classés en tête de série et non tête de série. Ils vont être répartis dans ces 3 groupes comme ça. Et il va y avoir des matchs secs. Parfois, ça va faire demi-finale, finale. Parfois, il y aura un premier tour parce qu'il y a des groupes à 4 et des groupes à 6. Si j'ai bonne mémoire, et ça va se jouer sur un seul match, et ça va se jouer en Nouvelle-Zélande en février 2023. La Coupe du Monde est prévue au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un peu complexe, voilà, c'est un peu étrange l'histoire, mais en gros, à retenir, match sec en Nouvelle-Zélande, avec pour certains un seul match, pour d'autres 2 matchs à gagner pour envisager se qualifier à la Coupe du Monde. Voilà, on referme maintenant définitivement la page féminine. On va passer à Luis Suarez. On est en pleine période de transfert, donc forcément, il y a des rumeurs, ça s'anime un petit peu partout. Ça s'anime en Europe, ça s'anime en Amérique du Sud et forcément également en Uruguay. Enfin, forcément, oui, si, quand même, ça s'anime en Uruguay, généralement dans le sens des départs. Justement, là, on va parler dans un autre sens, dans le sens d'une arrivée, parce que finalement, c'est le seul qui fait parler, hein, Jérôme. C'est cette histoire du retour de Luis Suarez à Nacional. Parce que c'est une arrivée qui, si elle se fait, et je rajoute bien le si elle se fait, vous allez voir pourquoi, on l'évoquera un petit peu plus tard, n'est pas si anodine que ça. Oui, alors c'est pas du tout anodin. C'est vrai que quand on a commencé à discuter du programme de ce soir, c'était quelque chose qui devait être fait logiquement. C'est-à-dire que quand On attendait l'officialisation. voilà, on attendait l'officialisation. C'est assez rigolo parce que dans la nuit samedi à dimanche, il était dans un avion et puis finalement, il s'est avéré qu'il n'était pas dans un avion. Enfin, bref, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Il connaît bien National, hein, pourtant, le petit Luisito, puisque c'est là qu'il y a fait ses classes, hein, tout jusqu'à il jouait même une saison en 2005-2006. Mais c'était pas vraiment une star dans la formation. C'était pas un joueur qui avait fait toutes les sélections de jeunes exactement à cette époque-là. Il est parti très tôt en Europe, mais pas tellement parce que c'était un super crack qui avait marqué 50 buts et que tout le monde le voulait. Il était parti à l'époque à Groningue, dans une fort belle ville des Pays-Bas, pour rejoindre sa petite amie Sofia, qui était partie quelques années plus tôt avec ses parents en Espagne. Il voulait à tout prix la rejoindre en Europe. Donc, il y a eu un concours de circonstances parce que les scouts de Groningue n'étaient pas venus pour lui, mais finalement, lui s'est montré. Il est reparti avec eux. Toute cette histoire est racontée d'ailleurs dans l'excellent documentaire qui avait eu lieu sur RMC sur les joueurs à problème. J'ai oublié le titre du documentaire, mais c'était sur les joueurs à problème, grosso modo, et Suarez en faisait partie. Et donc, il Oui. part. Je crois que c'était Bad Boys, hein. Bad Ouais, Boys, c'est ouais, Bad tout à Boys, fait, ouais. c'est ça. C'est ça. Et donc, il part en Europe très jeune, sans être ni un crack ni une pépite, mais surtout pour rejoindre celle qui sera d'ailleurs sa future épouse, hein, parce que l'histoire est assez mignonne, Sofia Belli. Ouais, l'histoire est magnifique. Enfin, si vous n'avez pas vu le doc, je sais pas s'il est disponible sur leur YouTube, probablement, peut-être, je sais pas. Ou quelque part, voilà, l'histoire elle est belle avec Sofia. C'est quand même elle qui lui a sauvé sa vie, concrètement, hein, on peut dire les choses comme ça. Ouais, c'est elle qui l'a remise dans le droit chemin. Après, c'est toujours compliqué de finir, de dire qu'elle a défini sa vie, mais quand il avait 14-15 ans, il vient d'un milieu. Ça partait pas bien pour lui à National. Ouais. Il était à 2 doigts de Voilà. dégager. Il était en train de partir en sucette, le garçon. Oui, et puis c'est à ce moment-là aussi où des entraîneurs lui ont fait confiance, des gens qui ont senti Ouais. que c'était, enfin, qu'il y avait peut-être des problèmes de famille, des problèmes de sociabilité derrière. Sociabilité, le terme est pas très joli, mais des problèmes d'environnement, disons, mais qu'il y avait du talent, qu'il fallait persévérer avec le gamin, quoi que son entraîneur principal de l'époque puisse en dire. Et c'est elle, en effet, à ce moment-là, quand ils se sont rencontrés, qui elle est plutôt d'une famille assez aisée, disons. C'est elle qui l'a remise dans le droit chemin, qui lui a dit: «Non mais je vais t'aider, on va faire tes devoirs à côté» et cetera, l'a arrêté sur les sorties tout de suite et cetera. Mais elle est partie quand il avait 16-17 ans, j'ai plus les dates exactement en tête, mais elle est partie 1 ou 2 années après, elle est partie elle, avec ses parents, vivre en Espagne, parce que ses parents avaient trouvé du travail là-bas. Et donc elle est partie en Espagne et lui, il y a eu 1 an où son seul objectif dans sa vie, quand il avait 17 ans, c'était de marquer, avec la réserve le plus de buts possible et avec l'équipe principale le plus de buts possible pour avoir une chance d'aller, ce que n'importe quel joueur en Amérique, enfin ce que beaucoup de joueurs en Amérique du Sud souhaitent, c'est d'avoir une chance de pouvoir aller en Europe. Et lui, c'était pas tellement pour l'argent, c'était pas pour le voyage, c'était pas pour quoi que ce soit, c'était pour être plus près de Sofia. Et l'histoire est d'autant plus belle que maintenant ils ont, Ouais.
3 ou 4 gamins qui sont mariés depuis une petite vingtaine d'années. Ouais, c'est ça, c'est une jeu. Et en plus, l'histoire est d'autant plus belle que, bon, mais c'est toujours le cas, hein, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de faire passer parfois Suarez pour ce qu'il n'est pas forcément. Donc l'histoire est très belle par rapport à ça. On va saluer Paul dans le chat. On va saluer le nouvel arrivant. Je vais pas donner ton pseudo parce qu'il faut que tu le changes ton pseudo. T'as laissé ton numéro de téléphone. Donc fais gaffe quand même. Ouais, mais je pense qu'en fait, il nous suit sur Twitch via le téléphone et c'est parfois le problème. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Et quand tu t'inscris, parfois il y a un bug et ça met ton numéro de téléphone. Donc voilà. Donc c'est pour ça, je préfère te prévenir au cas où tu le vois pas. On va revenir sur Luis Suarez. Tu le disais, Nacional, c'est son club. C'est là où tout a commencé. C'est là où même ses premières histoires sont nées. Hein. Il y avait la fameuse histoire du numéro qu'il avait déjà racontée. Mais on va pas aborder ça. En gros, sur le papier, si ça se fait, je continue de mettre le conditionnel. Tu le disais, on en a parlé en off un petit peu en préparant l'émission. Et tu m'as bien mis ce message. Il va falloir rajouter du conditionnel. Hein. Oui, et puis plus ça va, Et- et moins ça a de chance de se faire. Donc on est en C'est- train juste de parler d'une belle histoire qui restera C'est ça. dans la légende, mais c'est d'une tristesse. Enfin, on va parler, on va dérouler le fil conducteur. Exactement. Ouais, parce que justement, tu dis c'est une belle histoire. Ça peut être une très très belle histoire. C'est même, on sait que c'est un peu dans l'air du temps aussi et beaucoup en parlent. Ça fait un peu club des vieux cons quand on dit ça, mais c'est vrai que ça fait un petit peu football romantique. Ça a été évoqué quand Cristiano Ronaldo est venu à Manchester. C'est pareil, ça s'est pas fait d'une manière très naturelle, j'ai envie de dire. Il y avait quand même eu d'autres propositions avant. On va en revenir dans un instant pour Luis Suarez, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est sur le papier, c'est une belle histoire. Et surtout que pour l'Amérique du Sud, pour Suarez, normalement, il devait signer à River quand même. Oui, c'est assez rigolo parce qu'en effet, il avait un deal avec River qui a beaucoup insisté, de la main de deux personnes qui sont proches de Nacional aussi, qui sont l'entraîneur Gachardo qui a terminé sa carrière de joueur et qui a commencé entraîneur au sein de Nacional, et d'Enzo Francescoli qui est le directeur sportif uruguayen le directeur sportif, hein, Francescoli, de River. Vous le savez qu'il aurait du temps de jeu, savez qu'il aurait du temps de jeu, la possibilité de jouer beaucoup de matchs et d'avoir une petite cerise sur le cheesecake, de jouer un quart de finale de Libertadores, logiquement. Parce que patatras, River se fait sortir par Vélez aux grandes dames des quelques supporters de River. Allez, quelques. Et donc, ceci s'ajoutant à une légère petite crise économique comme l'Argentine sait en faire tous les 6 mois à 1 an, la signature finalement se fait pas, alors qu'ils étaient plus ou moins d'accord. Ce qui a déjà laissé à l'époque, alors je le précise maintenant pour la suite de notre histoire, ce qui a laissé une certaine amertume déjà à l'époque du côté de River, en disant bon, on était d'accord, et puis on perd, d'ailleurs River n'avait pas perdu, ils ont fait match nul 0-0, mais on ne se qualifie pas, et finalement, il veut plus venir. Bon, ça a déjà laissé une certaine amertume à l'époque du côté de l'autre côté du fleuve. Ouais, parce que justement, tu vois, on a Biscuit Prince de Lu dans le chat qui nous dit pourquoi il n'est pas allé à River. Du coup, en fait, tu parlais éventuellement de la crise du peso argentin, enfin la crise économique. Je suis pas convaincu que c'était un frein, puisque tu vois, River a quand même mis derrière l'argent, ce qui est peut-être pas forcément la même somme, hein, mais a mis le paquet sur Borja, a été chercher Pablo Solari, en cumulé, ça commence à devenir quand même pas mal. Et on sait très bien que si Suarez arrivait à River, c'était pas non plus pour gagner des milliards. Pour répondre à la question qui est posée dans le chat, Luis Suarez lui-même a dit que ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y a plus de Libertadores. C'est absolument terrible. Il faut dire les choses, c'est ça. Oui, pour que ce soit à ce point. Ah, ici, c'est honnête, hein, à la limite. Ouais. Mais Et il avait qu'à pas tarder à signer et il jouait le 8e. oui, et surtout, ça a l'air quand même éventuellement d'une excuse suite à un regret de se dire j'aurais pas dû donner mon accord. C'est comme ça que je le vois, moi, de mon côté. Après, je connais moins les arcanes de River et du football argentin, mais c'est un petit peu comme ça que ça sonne avec le recul. Oui, et puis on va voir dans un instant que c'est peut-être comme ça que ça va sonner avec National aussi. Justement, on va quand même rester sur cette histoire parce que, donc, il y a quelques semaines, c'était quasi fait, hein, comme tous les transferts en fait, c'est toujours quasi fait. Mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Hein. Donc voilà. Oui. Mais ça devait aller vers River, ça devait aller à River, et ça ne se fait pas. Luis Suarez annonce qu'il ne va pas à River. Il le déclare clairement. On vient de dire pourquoi. Et là, l'histoire avec Nacional débute véritablement. Et j'ai presque envie de te dire, c'est lui qui lance cette histoire avec Nacional.
Ah oui, c'est vraiment purement lui. Et c'est rigolo parce que maintenant, c'est ce que disent les journalistes uruguayens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'est créé son propre problème. Puisqu'il fait il fait des interviews après. Donc, il est toujours sans club, début juillet. Il va pas à River. Évidemment, en Uruguay, tout le monde cherche à savoir où est-ce que va aller Suarez, hein, ce qui est assez logique au vu du pédigré du joueur. Et donc, c'est la première question des journalistes qui lui disent bah, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que tu vas devenir, etc. Et là, il fait une interview, une première interview à la presse écrite, Ovation, qui est le supplément sportif d'El País. Et là, il déclare, ce que je vais vous le lire, hein, puisque on l'a traduit en préparant, que si Luis Suarez déclare: «Si j'ai réussi à penser, et à rêver de la possibilité de River, la même chose pourrait se passer avec Nacional qui est ma maison. Je suis surpris que les dirigeants de Nacional ne m'ont même pas appelé pour connaître ma situation. Je pensais, ne pas partir d'Europe, mais River a tant insisté et insisté que ça m'est venu en tête et qu'il y a eu un moment une possibilité. Ça te fait réfléchir à un club qui te souhaite tant. Le joueur a besoin d'affection. Cette affection, River me l'a donnée et Nacional aurait pu essayer.» C'est terrible. C'est assez terrible parce qu'en même temps, il reconnaît que River a tant insisté et insisté qu'il allait finir par c'est ça qu'avec le recul qui fait bizarre sur River, c'est que quand on lit ça, on se dit: «Ils ont insisté et insisté», ce qui fait qu'il va finir par dire oui, mais il a eu un regret, ce qui fait que bon, bah, il a utilisé la Libertadores pour dire: «Bah, finalement non.» Mais Et c'est pour rebondir, hein, c'est ce que disent dans le chat. Mais non, mais c'est ça l'excuse. On se ment pas, hein, tous là. On a tous compris. Et de toute façon, je pense que personne n'est dupe dans le milieu du football, qu'il soit sud-américain ou pas. L'excuse qui a été balancée par Suarez pour ne pas venir à River, oui, c'est une excuse pourrie en fait. Concrètement, c'en est pas une. C'est un prétexte. C'est voilà. oui, tout en sachant que j'imagine, enfin, je sais pas, j'imagine, c'est qu'un joueur comme Suarez, quand il est d'accord avec un club, il a quand même quelques personnes pour le conseiller, il a une famille, une certaine expérience, ce n'est pas un joueur de 18-19 ans qui peut signer sur le coin d'une table, sans réfléchir, et que les négociations avec River ont duré a priori quand même quelque temps, donc c'est ça qu'il y a de bizarre, et qu'en plus, bah, on pourrait se dire: «Bon, il a dit une bêtise, il va revenir en arrière ou quoi que ce soit.» Mais non, il double la mise puisque quelques jours après, à la radio, il dit la même chose, qu'il est surpris qu'en Uruguay, il n'y ait que Wanderers qui l'ait appelé, de la main de Sergio Blanco, qui est un ancien attaquant de Wanderers qui aujourd'hui, qui a été formé, enfin qui a joué avec Suarez au national d'ailleurs, et qui lui avait envoyé un WhatsApp pour, rigoler en lui disant: «Mais viens à Wanderers.» Et Suarez se plaint à nouveau, rien de National, c'est douloureux, parce que National, ils ont vu qu'ils ont essayé de me recruter et pourtant National n'a pas bougé. Donc il insiste, c'est ça qu'il y a de plus terrible. Là, on est sur la dernière déclaration, c'était le 7 juillet. Voilà, c'est ça. C'était le 7 juillet. Donc voilà, Suarez lance de son côté, il faut dire, on vient de le dire, et vous comprenez bien, lui-même la campagne qui va devenir la campagne Suarez à National. Et ce dont il se doute pas, je sais pas s'il s'en doute pas, je sais pas s'il est naïf à ce point. Voilà, je sais pas, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas avec ses conseillers, donc là on va pas dire des choses voilà, on ne peut pas maîtriser. Mais c'est là que ça s'emballe totalement, Jérôme, cette histoire. Oui, bah, parce que il dit plusieurs fois, il utilise le mot caligne, affection, et un peu plus, il dit que les joueurs ont besoin d'affection, qu'ils ont besoin d'affection. Et là, de l'affection, il va en prendre plusieurs camions, avec, notamment un hashtag, hein, mais pas que, puisque donc il y a donc ce hashtag Suarez à National, qui va sortir de partout. Tous les supporters de National, donc comme ils aiment bien le dire, ce qui est pas complètement faux, la moitié de l'Uruguay, hein, puisque l'autre moitié étant de Peñarol. La moitié de l'Uruguay va se retrouver sur les réseaux sociaux avec la photo de Suarez avec le maillot de National, photoshopé. Et donc quand je dis ça, quand je dis la moitié de l'Uruguay, c'est qu'il y a le ministre du Travail, il y a des sénateurs, des députés, évidemment un nombre incroyable de célébrités. Ça, c'est pour la partie sur les réseaux sociaux. Il va y avoir aussi le président de National alors sa première réaction d'ailleurs, c'est rigolo parce que le président de National qui sent qu'il est mis à défaut parce que Suarez, non seulement, dans ses interviews dit que c'est dommage qu'il a pas été appelé par National, mais ça veut dire qu'évidemment tous les supporters appellent le président en lui disant, «Eh gros, qu'est-ce que tu fais? Appelle Suarez.» Donc évidemment le président de National qui comme il y a des élections régulièrement, hein, c'est des clubs asociaux, donc ils ont besoin de se faire bien voir par les supporters.
Le premier truc qu'il fait, c'est il fait chauffer le téléphone de Suarez en l'appelant tous les 10 minutes et quelques jours plus tard, de prendre l'avion sans prévenir Suarez et de se présenter, un matin à sa porte en lui disant: «Écoute, j'aimerais bien te voir, est-ce que tu peux me recevoir une demi-heure, pour que je te dise à quel point on t'aime?» Hem, donc ça va assez loin, hein, quand même, Mmh. à ce niveau-là et ça va même encore plus loin puisque, après tous ces mouvements, donc ça a explosé, hein, vraiment tout le monde en parlait. Ouais, je vous Ça mets en parlait l'image, hein, dans les j si vous nous regardez en ce moment en direct, forcément vous nous regardez. Mais si vous nous regardez sur YouTube, la fameuse image dont Jérôme parlait et qui était associée à ce hashtag Suarez National, voilà, je vous l'ai mise, hein, avec cette auréole derrière lui. Enfin voilà, hein, c'est toute la mystique qui se met derrière, hein, dans l'image. Ah oui et d'ailleurs la personne qui l'a photoshopé a été interviewée dans tous les JT. Enfin il faut savoir que l'ordre de l'information est toujours quelque chose d'important et d'assez amusant à étudier. Là, il y avait c'était la première demi-heure qui était sur Suarez dans tous les JT et pas JT sportifs, dans les JT en général. Tout le monde ne parlait plus que de ça, ça a été la folie furieuse, dans ce petit pays qui est l'Uruguay. Et ça a été même plus loin, puisqu'après donc Nacional joue la semaine en milieu de semaine, la semaine dernière contre Cerrito au Grand Parquet Central et le stade est absolument plein et c'est rare, c'est-à-dire que même pour Peñarol, c'est rare qu'en milieu d'intermédiaire, en plein hiver comme ça, le stade soit plein. Non, là, il y a 30 000 personnes qui remplissent tous les gradins du stade avec leurs petits masques de Suarez, découpés dans les journaux, parce qu'en plus ils en ont fait partout, hein, aussi dans les réseaux sociaux, des masques découpables du visage de Suarez avec des messages partout disant, «Ne viens pas, reviens», heu, voilà avec, Camilo Candido qui est un latéral qui marque, et même il l'avait déjà fait à l'échauffement aussi, mais qui marque et donc va prendre le petit masque de National. Hem Et ce qu'il y a de rigolo d'ailleurs, c'est que le 9 actuel, C'est Gigliotti. Gigliotti Emmanuel de son prénom de mémoire, ouais, Ouais, ouais. le Puma. Hem, le Puma, lui n'a fait aucun signe, hein, sur Suarez, il avait pas l'air si emballé que ça. Il a jamais autant marqué depuis que Suarez est annoncé national. Non, mais voilà, en fait, concrètement, donc on reprend dans l'ordre des choses. Suarez a déclenché quelque chose. Alors, si vous êtes un petit peu habitué au football sud-américain, ou si vous avez un petit peu quelques connaissances, vous allez vous rappeler sans doute peut-être ce qu'avait fait à une époque Olympia au Paraguay, où ça s'était fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que Olympia avait essayé justement de soulever enfin d'utiliser son peuple, j'ai envie de dire, on va parler comme ça, son peuple, pour finir par réussir un transfert, pour faire revenir un joueur, ou pour attirer même à des bailleurs à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, ils incitaient les gens à devenir sociaux, et avec l'argent, si les sociaux arrivaient à un tel nombre de sociaux, ça c'était une pure campagne de marketing, ils allaient faire venir le joueur parce que les sociaux, l'argent récolté permettrait de payer le salaire. Là, on est dans le mécanisme inverse, c'est-à-dire qu'on est sur Suarez, qui en gros fait un véritable appel du pied, qui est même plus un appel dans ces cas-là, je veux dire. Voilà, et ça s'embrase totalement derrière. Oui, C'est à tel point que le club a eu une camp a des sans faire de campagne, a eu de nombreux sociaux qui se sont rajoutés et ils ont vendu aussi beaucoup de quelque chose qui est très important dans les économies des petits clubs, disons hors Brésil, mais, dans les clubs d'Amérique du Sud, qui sont les loges qui sont vendues à l'année, où elles sont toutes parties comme des petits pains avec les places réservées et cetera. Parce que tout le monde commençait non seulement à se dire: «On veut le faire revenir», mais en plus à partir du moment où ça s comme Suarez avait lancé le truc, tout le monde s'est dit: «Bah, c'est qu'il va revenir». Les gens se sont dit les à chaque fois que National va jouer, pour les 6 prochains mois, 3 prochains mois pour être précis, mais le stade va être plein. C'est-à-dire que n'importe quel petit club va le faire venir au Centenario. Enfin, ça allait être, la folie furieuse. ouais, parce que justement, c'est un point qu'on va aborder. Euh, Indépendamment, ok, il est identifié national, mais c'est Luis Suarez. C'est pas. Enfin, voilà, c'est Luis Suarez. Et justement, on connaît sa carrière européenne, on sait ce qu'il a fait au cours de ces 16 saisons. Mais Luis Suarez, ça reste un joueur à part en Uruguay. C'est un joueur qui a un véritable statut en Uruguay. Oui et pas que. Alors en Europe, évidemment, on a le prisme de ces statistiques, hein. En Europe, que ce soit avec le Barça, avec l'Ajax à l'époque, c'est avec Liverpool. Mais en Uruguay, c'est une idole surtout pour avoir été incroyable, avec la sélection. Il a des statistiques incroyables, et surtout il a donné de l'émotion et des larmes, quoi. Enfin vraiment des larmes sur certains matchs, c'est assez quelque chose d'assez incroyable.
Évidemment, en Afrique du Sud, nous, on se souvient tous de sa main contre le Ghana, mais il ne faut pas oublier aussi que si l'Uruguay est en quart de finale, c'est grâce à lui parce qu'il marque 2 buts en 8e pour qualifier l'Uruguay, un Uruguay pas si inspiré que ça, hein, sous la pluie contre la Corée du Sud. C'était la première fois à l'époque que l'Uruguay passait un tour de phase finale depuis 1970, si mes statistiques sont correctes, parce que de toute façon l'Uruguay n'était pas si souvent qualifié que ça en Oui. coupe du monde, sur les 40 dernières années de temps, dont on parle. 40 ans, c'est-à-dire que c'était la première fois que les Uruguayens voyaient l'Uruguay en quart de finale de coupe du monde, en 2010 quand ils qualifient contre la Corée. En 2014, pareil, l'Uruguay a pas laissé une trace indélébile, dans la coupe du monde parce qu'elle a été éliminée en 8e contre la Colombie. Mais il ne faut pas oublier la victoire de l'Uruguay contre l'Angleterre, le 2e match de la phase de groupe, qui est resté dans l'histoire en Uruguay, qui a vraiment marqué la population. Parce que Suarez, qui devait être le grand héros de l'Uruguay de la coupe du monde, arrive blessé. Il donne tout pour jouer, mais il manque le match d'ouverture contre le Costa Rica, match que l'Uruguay perd. Et on pense alors que l'Uruguay est éliminé et parce qu'il reste à jouer l'Angleterre et l'Italie, et que pour tout le monde, l'Angleterre et l'Italie, en coupe du monde, c'est injouable. Et Luis gagne le match, contre l'Angleterre à lui tout seul, quoi, avec 2 buts, un sur une magnifique passe de Cavani et le deuxième sur une passe décisive de Muslera. Il est impérial, sur ce match-là. Il est vraiment au-dessus de tout. Avec une rage, une émotion, enfin, qui est vraiment ressentie par tout le monde et des pleurs, des larmes, hein, vraiment, ce match-là et sur les réactions est assez extraordinaire. Donc il a vraiment porté la sélection par moments. C'est vraiment un joueur, voilà, il y en a pas tant que ça dans les sélections actuelles. C'est un joueur qui, à un moment donné, a fait gagner son équipe. Hem et et pour ces moments-là, pour avoir fait pleurer les gens, ça reste un joueur exceptionnel, bien plus que pour les 6 mois, 1 an qu'il a fait à National il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. On évoque dans le chat, hein, c'est Red le Rouge qui demande la place de Diego Forlán par rapport voilà, il nous dit il est 1000 fois meilleur que Suarez. Bon, pour ça, hein. Mais tu me diras ce que t'en penses. Je sais pas si on doit s'amuser entre guillemets à comparer dans l'ère moderne, dans l'ère récente en tout cas, la place de Suarez par rapport à celle de Forlán. Je sais pas, j'ai quand même la sensation que Forlán, les gens sont quand même un petit peu plus distants avec lui en Uruguay, hein. Oui, et puis Forlán n'est pas le même type de joueur. Alors Forlán est aussi un demi-dieu, enfin demi-dieu, c'est aussi une idole, disons, en Ouais. Uruguay. C'est aussi lui, d'ailleurs, c'est la même époque, hein, c'est les 2 qui sont en attaque, on voit on pense souvent à Cavani maintenant, mais à l'époque, en 2010, Cavani joue pas, très peu. L'attaque, c'est Suarez, Forlán. C'est les 2 d'ailleurs qui qualifient l'Uruguay pour la coupe du monde en 2010. Mmh. C'est eux qui sont à la pointe de l'attaque, en Argentine quand l'Uruguay gagne la Copa América en 2011. Donc à l'époque, l'Uruguay, c'est eux. Forlán a ce petit côté parfois un peu supérieur et Forlán a ce de grand inconvénient, dont on en reparlera peut-être éventuellement plus tard pour Suarez, d'être revenu jouer une année à Peñarol, un peu en autre boudin sur la fin de sa carrière, même s'il est champion, mais Ouais, il n'a mais pas voilà. porté Peñarol comme il aurait dû porter Peñarol. Voilà, c'est ça et donc grosso modo, Forlán a fait une petite saison en Uruguay et ça joue aussi. Mais ça reste mais Forlán reste un joueur, une idole, un joueur très apprécié en Uruguay. Faut pas les 2 resteront dans l'histoire, quand tout sera passé, quand la marée sera descendue, les 2 resteront dans l'histoire comme 2 immenses joueurs qui ont fait gagner la sélection à un moment donné. Ouais, ouais. Puis c'est comme avec les enfants, hein, il y a toujours de la place, hein. Donc il y a toujours de la place dans le cœur des supporters, hein. Donc faut pas s'en faire là-dessus. Justement, voilà, tu disais, hein, il a un statut. Tu l'as évoqué un petit peu avec les petits clubs. Justement, si ça se fait, si ça s'était fait, si ça doit se faire, je sais plus quel temps utiliser, parce qu'on va voir dans un instant, hein. Justement, pour le football uruguayen aussi, tu en parles. Tu en parles assez souvent, que ce soit dans les différents podcasts, un petit peu en creux dans certains articles. Voilà, le football uruguayen, comme 80% des footballs sud-américains, c'est-à-dire tous ceux qui n'est pas brésiliens, parce que même les Argentins, c'est en train de tomber comme il faut, et dans une crise profonde. C'est pas ça serait énorme, ça serait exceptionnel aussi pour le football uruguayen. Oui, il suffit de voir que depuis qu'il a la rumeur qui a couru, National a fait 2 matchs à guichet fermé à cause de lui, mais sans lui. Comme je disais tout à l'heure, le club a vu, affluer des socios et des demandes pour les sièges, C'est pour les loges et cetera. En Et espérant c'est qu'ils viennent, c'est ça, qu'ils soient cachés dans en les tribunes.
Non, alors sur le deuxième match, oui, contre Boston River, il y avait cette idée, soi-disant, qu'il était arrivé, mais que c'était caché, et qu'il allait être genre annoncé à la mi-temps. Mais parce que les gens voulaient montrer le cariño, l'affection que Suarez réclamait, les gens étaient là pour le montrer. Ils ont chanté, il y a des vidéos aussi, parce que là, je parle des gestes, mais les gens chantaient à la 9e minute, Lucho, Lucho, Lucho. Enfin, des choses assez incroyables. Et oui, pour le football uruguayen, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est le maillot du numéro 9 se serait vendu comme pourrait se vendre comme pas possible. Enfin, voilà, il y aurait une rupture de stock avant même qu'il ait joué son premier match. Comme je disais tout à l'heure aussi, les petits clubs vont en profiter pour faire de la billetterie en allant jouer au Centenario dans les plus gros stades. Hem, c c'est vraiment exceptionnel et en même temps, il y a ce petit côté amertume de se dire et ça s'est senti sur la différence entre les 2 matchs, entre le premier contre Cerrito où tout le monde était à fond en disant, Suarez, Suarez et le deuxième où il y a une partie des supporters qui ont commencé à se dire: «Eh, on est quand même un peu en train de se prostituer là, on est plus grand que ça, on mériterait d'être mieux que ça» et c'est un petit peu ça aussi l'amertume qu'on peut avoir, c'est que ça montre aussi l'affaissement, complet du championnat. Puisque dans les années 60-70, des grands joueurs, des Spencer, des Artimé, des Manga, le gardien brésilien, ou pour le retour de Morena en 81, des grands joueurs, des immenses joueurs, des buteurs, ils pouvaient être transférés en Uruguay sans que genre c'est des émotions. Pour Morena, c'était toute une campagne, voilà, il y avait eu des choses qui s'étaient faites. Mais c'était quand même possible, c'était envisageable, c'était imaginable. Les clubs se battaient pour gagner, pour être dans les meilleures places en Libertadores. Donc à l'époque, ça ne choquait personne. Aujourd'hui, on a l'impression que Suarez fait une fleur à Nacional en envisageant son retour. Hem, donc voilà, même moi qui suis plutôt supporter de Peñarol, comme vous le savez sans doute, je serais évidemment heureux de le voir. Il y a un classico fin août où s'il y a Suarez qui est là, c'est extraordinaire. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser, voilà, s'il y avait pas cet écart, économique aujourd'hui abysmal entre, abysmal, ça se dit abysmal? Je sais pas. Abyssimal. Abysmal, ouais, abysmal, c'est en anglais. Abyssinal. C'est pas grave. Voilà, Monstrueux. monstrueux, dans le football moderne, entre évidemment les clubs européens, entre le championnat brésilien et le reste des clubs sud-américains. Quelle tête aurait le championnat uruguayen aujourd'hui, quand on voit la masse de talent en sélection, quoi? Ouais, c'est Je ça. ça il y a ce petit côté amertume-là de se dire que, bah, il nous reste plus que 15 ans à attendre avant de voir le retour de Federico Valverde à Peñarol, quoi. Ouais, ou pour reprendre le message de le Joker dans le chat qui nous disait que Pellistri deviendrait le meilleur Uruguayen, bah voilà, c'est un exemple de ce qu'est la chute vertigineuse du football uruguayen, hein, le fait que Pellistri, bah justement, on l'a pas vu vraiment jouer au pays. Voilà, ça c'est par rapport à... C'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Et j'ai envie de dire, tu vois, on avait préparé un petit fil pour, on prépare un fil dans l'émission pour, voilà, pour rester cadré et tout. Avec les dernières, je sais pas, rumeurs, on va dire rumeurs, nouvelles, bruits qui arrivent. Il y a un article d'aujourd'hui hein, sur Ovation qui parle de l'entourage de Suarez qui aurait reçu 2 offres, dont une très importante venue d'Europe. On a quand même la sensation qu'il va falloir vite se calmer du côté de National parce que ça sent la douche très très froide et j'ai presque envie de dire si jamais maintenant que tout cela a été orchestré, il ne vient pas, ça va être terrible. Ça va être la grosse interrogation parce qu'en fait, oui, quand le président de Nacional, hem, il va en Espagne, Suarez lui dit: «Écoute, laisse-moi 3-4 jours, je vois éventuellement les autres offres, les trucs que j'ai sur la table et je te dis ça, voilà, sous 3 jours» et c'était grosso modo pour avoir un retour définitif le samedi, voire le dimanche. Les 3-4 jours, ça se terminait samedi, dimanche, hier, avant-hier. Il a fait la même à River, hein, petite parenthèse. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Bon là, le délai dans tous les cas là est dépassé. Oui, Hem et il y a pas de retour et donc s'il y a toujours cette interrogation, a priori, il aurait reçu des offres, c'est des rumeurs, hein, tout ce que je dis, donc ça n'a aucune valeur, informative, mais notamment de Dortmund, pour, venir jouer 3 mois en remplacement de Haller qui est malheureusement, mm, out, pour une durée, qu'on lui souhaite le plus court et puis logiquement qui devrait être courte parce que c'est des maladies qui se traitent bien, fort heureusement maintenant.
Mais voilà, il y a des clubs européens le principal objectif de Suarez, pourquoi il y avait une chance qu'ils disent oui à National, c'est premièrement parce que c'est sa maison, mais deuxièmement parce que son objectif reste évidemment la 4e coupe du monde de sa carrière, fait exceptionnel parce que ce sera le 2e uruguayen. Alors il y a avec d'autres en même temps puisque, par exemple Cavani, Muslera et cetera risquent de faire la même chose. Mais jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul uruguayen qui a joué 4 coupes du monde, qui est Pedro Rocha, et il avait la chance là pour le coup de jouer donc la 4e coupe du monde de sa carrière en novembre. Et son objectif était de se dire: «Bon, bah, je vais jouer à fond 3 mois en Uruguay, en me préparant bien, en étant toujours titulaire, en choisissant un peu ce que je veux jouer» et cetera. Enfin, ça aurait été à sa sauce quoi, évidemment. C'est-à-dire que c'est lui qui aurait un peu tout décidé, il serait devenu d'un coup l'entraîneur et le président du club en arrivant. Ouais, sachant qu'en Hem, plus, je t'interromps 2 secondes, sachant qu'en plus, s'il joue avec National, tu peux imaginer qu'il ne va pas tomber sur un adversaire qui va lui faire le genou, hein. Donc, alors ça a été la grosse question, figure-toi. c'est vrai? C'est rigolo parce que alors, bah, il y a 2 points qui sont sortis. Déjà, il y a les défenseurs de Peñarol qui ont dit qu'il allait le réceptionner. Et il y avait une grosse question sur les qualités des terrains. Au-delà oui, Mmh. sur les adversaires, les défenseurs, je suis d'accord avec toi. Il y a une grosse question sur la qualité des terrains. C'est-à-dire que quand il va aller jouer à Melo, que la pelouse fait 12 centimètres de hauteur, c voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, même si, ça peut arriver aussi, Tu peux sur un imaginer billard. qu'il joue pas aussi. C'est aussi l'avantage, c'est qu'en effet, il aurait été, comme je disais, l'entraîneur, c'est-à-dire que c'est lui qui aurait décidé ce qu'il voulait faire ou pas. Et National semblait idéal pour ça, jusqu'à ce qu'on voit, par exemple, donc comme je le disais, par exemple, un club comme Dortmund qui lui dit: «Écoute, on a besoin d'un grand attaquant, pendant 3 mois parce qu'après on va pas mettre quelqu'un dans les pattes de Haller». Enfin, ils vont pas recruter un mec 40 millions d'euros pour le mettre dans la patte de celui qui vient de partir quelques semaines, quelques mois. Et donc eux peuvent leur filer, peuvent filer à Suarez non seulement la Libertadores, la Champions League, la possibilité de jouer dans un championnat européen, le petit salaire à côté qui va bien, qui sera sensiblement 10 fois supérieur, à celui qui pourra toucher à National, même si c'est pas une question d'argent, soi-disant. Et donc, bah, le petit Luisito maintenant il hésite, un petit peu beaucoup trop Mmh. longtemps parce que National va devoir donner, si c'est pas demain, c'est après-demain, sa liste pour le quart de finale de Sudamericana contre l'Atlético, Goiavense. Et donc voilà, Et c'est un peu là National se où retrouve dans la même situation que River, qui l'a attendu pour le quart de finale, pour le 8e de finale de Libertadores, à qui il a oui, fait pas miroiter une pour le arrivée en quart, ils quart. l'ont pas attendu pour le quart, pour le coup. Non, mais ils l'ont attendu pour le 8e, Oui. tu vois? Et derrière, Et il leur a dit: «Bah, finalement, comme vous allez pas en quart, je viens pas». voilà, et donc après, bah, il a de la chance, c'est qu'il s'appelle Luis Suarez et que donc, un petit peu comme avec, alors toute proportion gardée évidemment, comme les Argentins pardonnaient tout à Maradona, les Uruguayens seront capables de pardonner beaucoup, beaucoup de choses, je pense, à Luis Suarez. Mais, ça risque de se terminer en effet, plutôt négativement parce que comme le disait, Référy qui est l'autre supplément sportif, le silence parle. Et Luis Suarez est toujours silencieux, une semaine après la visite, du président de National, devant chez lui, à Madrid ou Barcelone. Ouais, horriblement silencieux même. Juste pour préciser par rapport à ce que mes princes dans le chat, c'est pas un coup de com' du club pour vendre des abonnements et des billets, parce que c'est pas le club qui a orchestré cette communication. Ah On le oui, au rappelle dé bien, on l'a bien au expliqué, au début de ce dossier. C'est Luis Suarez lui-même qui a forcé la main de National presque dans l'histoire. Donc si oui, jamais le Suarez signe à National, c'est de son fait. C'est pas une idée qu'a eu National d'aller chercher une idole, hein. C'est du fait de Luis Suarez. oui, parce qu'en plus toute la direction de National était très emmerdée quand Suarez a fait ses déclarations, si je peux me permettre, ce gros mot, mais ils étaient tous très embêtés, quand il a fait ses déclarations parce qu'il mettait en porte-à-faux la direction de National, qui ne travaillait pas grosso modo, selon Suarez, qu'ils n'avaient pas fait le nécessaire de lui demander où en était sa Complètement. situation. Alors que le président de National a été à aucun moment dans l'idée de se dire que Suarez pourrait signer. Enfin, Enfin, il y a économiquement parlant, il peut même pas avoir l'idée. voilà, et et donc eux, ils étaient très emmerdés et c'est vraiment un mouvement populaire, c'est vraiment, sur toutes les voitures, il y a des gens qui sont déjà fait tatouer, Suarez avec le maillot national, sur leurs bras. Alors ils disent: «Bon, c'est pas grave, il viendra plus tard». Mais enfin, c'est quand même aller beaucoup trop loin. C'est allé très très loin, ouais. Et, le Joker nous dit que le problème pour Suarez, c'était l'écart de niveau par rapport au championnat. Oui, mais je pense que, voilà, Jérôme vient de l'expliquer, c'est pas forcément la question, parce que Suarez était venu juste pour préparer sa Coupe du Monde. Enfin, s'il vient, c'est juste pour préparer sa Coupe du Monde.
on peut le dire aussi, Jérôme, ce qu'il a dans un coin de la tête, c'est de débarquer aux États-Unis en janvier. Oui, parce qu'en effet, alors c'est ce qu'on le Suarez, ça se sait entre guillemets, médiatisé depuis longtemps, c'est que son objectif est de terminer, bon, terminer sa carrière, je ne sais pas, mais de faire une pige aux États-Unis. C'est son projet avec sa femme et les petits mouftards. Mais a priori, les contrats se négocient bien aux États-Unis pour des questions de marquee player, et cetera. Les contrats se négocient bien plutôt, sur année civile. Donc à Oui. partir de janvier, mais ça, c'est un domaine sur lequel tu seras plus Bah, compétent que moi. en fait, faut attendre que la MLS soit terminée. Et donc ça colle pas. Donc l'objectif pour Suarez, en effet, était là de jouer 3 mois en Uruguay et puis de faire sa coupe du monde et après de déménager en MLS. Exactement. Ce qui aura ce qui a 2 ch ce qui implique 2 choses quand même aussi qu'on n'a peut-être pas assez soulignées. C'est que premièrement, Suarez aurait joué vraiment que 3 mois grand maximum et il fallait pas qu'il se fasse, une petite déchirure musculaire ou quoi que ce soit parce que sinon son passage au club aurait été, infinitésimal. C'est plus simple à dire que l'inverse. Et, et 2e chose, ça implique aussi qu'il dit tout le temps que National est sa maison, qu'il voudra revenir jouer au National, que c'est son cœur, etc. Et il n'a pas non plus dans l'idée. Aujourd'hui, il a 35 ans, bientôt. Si voilà, s'il revenait après 2 saisons en MLS, il en aurait 37-38 quoi. Donc on peut se poser quand même la question sur ces joueurs aussi qui parlent toujours de maison et de bons sentiments. Un petit peu comme l'avait fait pour citer un autre joueur, un peu comme l'avait fait Forlan à l'époque, qui parlait toujours de Peñarol dans son cœur et qui a quand même été joué, à Hong Kong avant d'aller jouer à Peñarol. Hong Kong, c'est venu après ou avant? Je sais pas. Mais il a joué en Inde avant d'aller à Peñarol. Voilà, ça prouve la relativité des sentiments. Voilà. Et pensez aussi pour le coup Nagüero, hein, qui devait revenir à Independiente une fois qu'il quitte à la fin de son contrat avec City et qui, avant d'être rattrapé par son problème de santé, a signé au Barça. Voilà, c'est toujours le retour des on va revenir à la maison. Alors que pareil, le coup Nagüero, pour le coup, au niveau d'Independiente, il est très 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 engagé. Hein. C'est lui qui a payé le centre le centre de formation du club, hein, quand on voit ce qui reste d'Independiente aujourd'hui. Hein. Bref, c'est un autre débat. Mais voilà, et la question sous-jacente, ça sera la dernière. C'est qu'en gros, si ça se fait pas là, ça sera jamais Suarez, c'est plus possible après. Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, un petit peu comme avec d'autres grands joueurs, il a un crédit et Ouais, mais là, voilà, il va ouvrir une un niveau cicatrice quand même. d'amour. S'il vient pas, il a tout orchestré pour derrière les planter. Je suis d'accord avec toi. Le supporter de football est aussi quelqu'un de très volatile. Si Suarez dit, «Bah, écoutez, je suis désolé, ça s'est pas fait à cette date-là, mais je viens dans 1 an pour pas cher et on fera une campagne de Libertadores tous ensemble que j'aurais pas pu faire parce que c'était mon vrai objectif en fait, Ouais, c'était de jouer voilà, la ouais, ok, Libertadores». vu comme ça, Et ouais. est-ce que les mecs vont le siffler quand il va rentrer sur le terrain? Je pense pas. Ouais. Donc après, est-ce qu'il En le tout cas, si ça se fait pas, ça va être rigolo pour le prochain Classico. Hein. Je pense que les gars de Peñarol vont s'amuser dans les tribunes. Oui, ça peut être un point éventuellement, de se faire vanner. Mais c'est le cas, mais c'est le cas, Peñarol a le même problème, hein, de toute façon avec les entre guillemets «les vieilles gloires». Il y a peu de joueurs qui acceptent de revenir, jeunes, de revenir dans la force de leur âge, et pas à 38-39 ans, quoi. Ouais. Enfin voilà, donc on va suivre cela. Merci pour ton message, hein, le Joker. Pour ton message dans le chat, merci beaucoup. Et ben voilà, pour Suarez, on peut pas trop en dire plus parce que les dernières infos, pour tout vous dire, on pensait vraiment que on allait qu'on allait utiliser l'indicatif, hein, qu'on allait dire c'est bon, c'est fait, qu'on allait être affirmatif à fond. Là, on est sur un conditionnel plus, hein, j'ai envie de dire, hein, Jérôme. Ça s'entend presque dans le ton de notre voix, le côté bon bah voilà. merci Louis. Parce que voilà, c'est clairement si ça se fait pas et ça sent pas très bon cette histoire. Voilà, on l'a dit, c'est un coup dur. Il peut s'inspirer de Baka, ouais, il peut s'inspirer de Baka, je sais pas. Le problème de Suarez, c'est qu'il est en train de jouer un petit peu avec tout le monde en attendant le bon contrat. Hein. C'est un peu la sensation que ça donne. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, quand même, de cette histoire. Ce qui me gêne un petit peu à titre personnel dans cette histoire, c'est que j'ai un peu l'impression que il a dit à National, ok, je vais venir, mais parce qu'il n'avait pas d'autre solution, quoi. Oui, parce qu'il avait pas d alors parce que c'est pas qu'il avait pas d'autre solution, parce que s'il avait des solutions, il en avait, des offres, il en Moyen-Orient, avait. Tous les clubs turcs, par exemple, ouais, le ou les Turcs. voulaient, ça se disait. La rumeur, a couru sur, Twitter et je l'ai en screen que le Montpellier Aero Non, Sporting mais c'est Club un fake, hein.
C'était un fake. Bon, Ouais. En fait, il y a eu en fait, ça a été attribué à Fabrizio Romano, qui a démenti. Oui, mais bon, bah, ça c'était pour l'anecdote. Mais des clubs ou même des clubs italiens, le club de Berlusconi qui remonte là dans Monza, enfin, Monza, ouais. des clubs avec de l'argent un peu acheté par la fenêtre, il y en a beaucoup. Je pense que s'ils ils voulaient gagner de l'argent, si c'était vraiment l'argent, ce serait, il serait pas du tout, ça aurait même pas été considéré, et même pas River d'ailleurs, hein, c'est-à-dire On que est d'accord. voilà. Mais je pense qu'il ne sait pas ce qu'il veut vraiment, qu'il attendait des propositions, et il est dans son droit parce qu'il est libre, donc c'est l'idéal. Mais je pense qu'il a parlé trop vite, l'ami Luis Suarez, quand il a fait les interviews il y a cela quelques semaines, et qu'il aurait mieux fait d'attendre dans ce cas-là, d'avoir une décision sûre. C'est malheureux, et c'est surtout, oui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont rêvé, hein, et c'est toujours difficile de se réveiller d'un rêve. C'est ça, surtout quand il s'annonce aussi beau. Voilà pour le dossier sur Luis Suarez. On va voir. Franchement, on va quand même espérer, hein. Ça sent le râteau, je sais pas, on verra. On sait jamais, ça va vite. Ça serait quand même bien. Oui, j'y crois plus trop. Alors, c'est ce qu'il y a de rigolo toujours, c'est le principe des rumeurs, c'est qu'il y a 2 jours, quand on a prévu, j'étais sûr qu'il allait arriver. Je veux s'il a des raisons d'hésiter, c'est-à-dire que c'est la seule raison pour laquelle il reviendra à National, c'est si le cœur parle. Quand le cœur parle, on hésite rarement pendant une semaine. C'est ça. À savoir, ouais, exactement. On est d'accord. Mais le truc, c'est que au départ, on a la sensation quand même que le cœur avait parlé. On va voir, on va suivre. C'est vrai qu'on n'est pas affirmatif, on peut pas l'être de toute façon. Si ça se trouve, au moment où on va couper l'émission, il va nous annoncer qu'il signe, je l'ai vu passer dans le chat, qu'il signe au Pumas avec Dani Alves. On sait jamais, parce que là, pour le coup, économiquement, je pense qu'il y gagnerait à jouer au Mexique par rapport à jouer en Oui, Uruguay. alors tu sais qu'il a dit, il avait une proposition d'un club, qui est de mémoire Necaxa, mais j'ai peur de dire une saucisse sur le Mexique, comme c'est vraiment pas ma zone, de chalandise. Il avait une proposition d'un club mexicain, il a dit non, il voulait pas, pour sa préparation pour la coupe du monde, aller jouer 3 mois à 2000 mètres d'altitude n'était pas l'objectif. Ouais, bon, tout le Mexique n'est pas à 2000 mètres, hein, mais Mais la proposition qu'il avait, pour le coup, était, il me semble que c'est Necaxa, mais voilà, que du moins, voilà, ça fait partie des choses où il a eu des propositions pour le coup. Et il a dit non. Et là, par exemple, c'est le problème, c'est que dans l'optique de Suarez, ce que Dortmund lui propose aujourd'hui est vraiment super. C'est lui ce ah, qu'il veut, c'est complètement, faire un dernier gros contrat. C'est une complètement. ligue, il va découvrir, mais c'est quand même un championnat huppé. Il va jouer la Champions League. Il est sûr d'être titulaire. Il est sûr qu'ils ne l'embêteront pas dans 6 mois pour la fin de son contrat ou pour la Coupe du Monde. Complètement. C'est l'idéal. Et à côté de ça, il y a des matchs, à venir, Cerro Largo National, qu'il a peut-être pas forcément, il a beau aimer beaucoup le club, il a peut-être pas envie d'aller se peler à Mélo en bus, Pourtant, c'est sympa, Mélo, non? pas plus que ça. Il y a beaucoup plus de vaches que d'habitants, mais voilà. Et il y avait une question, je vais te laisser après là-dessus, qui a rien à voir avec Suarez et tout, c'est pour ça que j'attendais la fin. Aguascalientes, qui est le club de la ville de Necaxa, hein, c'est la parenthèse. Oui, c'est à 2000 mètres, ouais, exactement. Et justement, il y avait une question qui t'est adressée. Est-ce que tu es déjà allé au stade de Rampla Juniors avec la Non, vue sur la mer? non, jamais le stade Olympico, Le fameux. dans lequel le fameux Diego Polenta s'est amusé à balancer tous les ballons disponibles du terrain un soir de 2017 ou 2018, quelque chose comme ça, enfin il y a cela quelques années, puisque le stade donne sur le fleuve, donc c'était assez rigolo. C'était fait pour rire par tout le monde. Et anecdote typique du football uruguayen, vous pouvez comprendre à quel point, Luis Suarez est heureux d'y aller. Non, le quartier de Cerro est un peu décalé, ce qui fait que ce que j'ai pu faire était plus dans le centre. Et voilà. Et un autre point, ce qui est beaucoup plus triste, mais c'est un quartier qui est assez mal famé en général. Voilà, non, malheureusement non. Donc pour l'instant, ça restera des photos. Je sais plus qui a posé la question dans le chat tout à l'heure. Faudrait que je remonte. Mais voilà, je l'avais gardé dans un coin de la tête. Voilà, c'est là-dessus que l'on va clore la partie uruguayenne, le dossier sur Luis Suarez. En espérant, je le disais, en espérant, je sais plus ce qu'il faut espérer. Ouais, si, on va le dire quand même, en espérant qu'il arrive à National. Et pour tout dire, hein, Jérôme vous disait, il est supporter de Peñarol, Bibi aussi. Donc, vous voyez, hein, c'est pas du tout du clubisme. On serait tous ravis de voir Suarez arriver à National. Est-ce que ça permettra à National de gagner la Sudamericana? Ah, finalement, vu comment on joue National en ce moment, c'est pas mal. Hein. Ça joue très, très bien. Il y a une vraie chance. Bon C'est voilà. jouable, hein.
C'est jouable, les adversaires suivant dans le calendrier là sont pas inatteignables. Mais dans tous les cas, faut vraiment se rendre compte que les Uruguayens dans le championnat ne voient plus de grands joueurs, Ouais. de plus de 19 ans, Ouais. grosso modo, depuis très longtemps. En fait, il voit plus de grands joueurs en se disant: «Ah, je l'ai vu jouer quand il avait 18 ans». Voilà. Mais la réception, c'est-à-dire le match, ce serait une folie furieuse. Ce serait vraiment quelque chose à chialer. N'importe qui le 1er match de Suarez, le stade serait en délire absolu et ce serait vraiment beau, ce serait quelque chose d'un peu différent dans le monde du football, mais mais voilà. On va espérer. Écoute, on va garder, tu sais, une fois à la fin de l'émission et quand on ira s'endormir, on va quand même garder l'image des photomontages de Suarez avec le maillot, en espérant qu'il le reporte, qu'il le revêtisse de nouveau, qu'il le remette encore ce maillot de national. Ça serait vraiment beau, effectivement. Voilà, bah écoute, merci Jérôme hein, pour ce gros dossier sur Luis Suarez, en espérant qu'on va pas déclencher l'effet Halo. Quoique, remarque, si on déclenche l'effet Halo, hein, là on a dit qu'il venait pas, hein, donc. Oui. Donc voilà, on va voir. Bref, merci bien Jérôme. Merci à vous. Eh ben on va passer à la suite. On va aller au Brésil. Voilà, on parlait de la puissance brésilienne. On va aller au Brésil. On va aller voir Marcelin. On va enchaîner. On va passer dans un premier temps à évoquer le joueur de la semaine. Et je disais, on va aller au Brésil, Marcelin. Enfin, on va pas y rester très longtemps parce que lui, il n'y est pas resté. Alors, il y est resté assez longtemps. Vous allez voir par rapport à son parcours. Ce joueur de la semaine, c'est João Victor qui va quitter la planète. Qui a quitté la planète Hello puisque il est parti attiré par l'idée de jouer avec Enzo Fernandez à Benfica. On va parler de João Victor. Est-ce que Marcelin, justement, tu peux nous présenter un petit peu ce joueur? Alors, il est né le 17 juillet 1998, donc il vient de fêter ses 24 ans. Il est né dans l'état de Sao Paulo, à Bauru, donc qui est la ville aussi où a grandi Pelé. Il débute à Nord-Ouest, donc qui est le principal club de Bauru, et il joue d'abord comme milieu défensif, et ensuite il passe défenseur central quand il signe au Botafogo de Ribeirão Preto, donc pas le Botafogo Carioca, mais un club de l'état de Sao Paulo aussi, où ont été formés Socrates et Rai. Ensuite, João Victor passe par Coimbra, donc là dans le Minas Gerais. C'est un club qui est lié à la Banco BMG. C'est une banque qui a investi dans le club avec succès au début, ce qui vont monter de 2 divisions dans le championnat Mineiro. On a les championnats d'État en début d'année au Brésil, et pareil, on a une première division et ensuite des divisions inférieures. Ce club monte 2 fois en 2 années consécutives. Ils font des bons résultats contre les 2 gros du Minas Gerais, qui font un match nul contre l'Atlético Mineiro et une victoire aussi contre Cruzeiro. Mais depuis, ça se passe un peu moins bien, parce qu'ils sont redescendus en 2021. Et en 2022 aussi, ils ont été relégués du Modulo 2. Donc il y a eu deux descentes successives. Mais la Banco BMG donc, sponsorise aussi également des clubs de première division du championnat brésilien, notamment l'Atlético Mineiro et le Corinthians. Et justement, João Victor va passer par ces 2 clubs. D'abord l'Atlético Mineiro et ensuite le Corinthians qui le rejoint en 2017. Donc, d'abord dans l'équipe de jeunes, il a 18 ans à ce moment-là. L'année suivante, il va jouer la Copinha, donc la principale compétition de clubs de jeunes au Brésil, et après il joue avec les U23, et c'est en 2019 qu'il va commencer avec l'équipe principale pour un amical face à son ancien club du Botafogo. Donc il ne va pas jouer de match officiel avec le Corinthians, il va être prêté au début de l'année 2020 à l'International de Limeira, donc là aussi un club qui joue le championnat paulista, et dans la foulée il est prêté à l'Atlético Goianiense, où là, il va être titulaire pour le championnat brésilien, le championnat national en 2020. Et ensuite, il revient au Corinthians donc, en 2021, où là, il va faire ses débuts au club de manière officielle. Et ça va être une des révélations de la saison. C'est vraiment en 2021 où on va commencer à entendre vraiment parler de lui au niveau national.
Et après, pour le profil, c'est un défenseur central donc assez imposant, il fait 1m87. Et puis le profil du défenseur central moderne, donc il est rapide, à l'aise techniquement, il est bon aussi dans la lecture du jeu, il peut défendre soit debout, soit aussi en allant tacler sur le porteur du ballon. Donc un joueur très intéressant, il a vraiment fait une très belle saison en 2021. Et 2022, ça a été un petit peu moins bon. Il était parfois en retard sur certains buts encaissés, un petit peu moins impérial. Je trouve vraiment en 2021, il avait impressionné surtout sur sa sérénité, alors que c'était sa deuxième saison professionnelle. Ouais, et puis il commence à y avoir une concurrence assez dingue hein, en 2022 en défense aux Corinthians dans l'axe. Vas-y quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait un turnover au Corinthians. Donc personne ne joue régulièrement en fait dans l'axe. Oui, ouais, après même, ouais, non, devant ça tourne un petit peu moins, mais c'est vrai que ouais, dans l'axe ils étaient trois avec Raúl Gustavo et Gilles, donc ça tournait souvent et oui c'était jamais enfin tu faisais jamais 3 matchs de suite, donc c'est difficile aussi d'enchaîner quand ça se passe comme ça. Bah, c'est ça, c'est compliqué. Alors tu le disais, tu l'as expliqué hein, par rapport à son parcours que l'on vient de voir. On a parlé il y a un instant avec Jérôme de dire en disant en Uruguay on regarde si Suarez venait on dirait pas tiens voilà un joueur que j'ai vu jouer quand il avait 18 ans. Pour le coup il a mis le temps lui pour arriver et il part là, il a 24 ans, je veux dire il n'a pas fait comme tout le monde, il n'est pas parti justement à 19 20 ans. Comment ça s'explique cela, le fait que je vais pas dire que ça ait traîné parce que voilà, les gens qui ont l'habitude de m'écouter sur les lives ou dans les émissions savent à quel point ce que je pense des transferts de joueurs à 18-19 ans. Au final, il part au bon âge presque. Comment ça se fait que ce garçon-là, il parte presque au bon âge ? Je pense déjà qu'il joue au Brésil, au Corinthians, donc c'est un club enfin, il y a un club et un pays qui peuvent retenir un petit peu plus longtemps leurs joueurs. Et puis, c'est aussi un défenseur central. Donc, les attaquants débutent en pro au Brésil ou en Amérique du Sud plus jeunes. Et du coup, ils partent aussi à l'étranger, souvent, oui, très souvent trop tôt. Je pense qu'aux défenseurs, on laisse un peu plus le temps de se développer. Et puis aussi, il a commencé assez tard, parce qu'il commence en pro à 20 ans. Après, il est prêté successivement à l'International de Limera et l'Atlético Goianiense. Donc, il a pu avoir cette progression de manière tranquille, même si finalement, ça s'est fait assez rapidement aussi. Il a explosé l'année dernière, donc il aurait pu partir peut-être en fin d'année 2021, mais il n'y a pas non plus de 3 ou 4 saisons pleines au Brésil avant qu'il parte. Et oui, je pense qu'il part au bon moment, parce que oui, il a l'âge, je pense qu'il a le potentiel pour s'imposer en Europe. Et puis en plus, comme cette saison était un petit peu moins bonne, je trouve que ça peut être aussi le bon moment pour partir. Il y a d'autres défenseurs centraux, je pense à Dédé par exemple il y a quelques années, ou même Rodrigo Caio, où ils ont eu un moment une fenêtre pour partir en Europe. Ça s'est pas fait, et puis Rodrigo Caio c'est différent, mais du coup ils ont un peu loupé le coche et ils joueront peut-être pas en Europe. Donc je pense que c'était la bonne solution pour tout le monde de partir en Europe. Ouais, et puis on le disait, donc il arrive à Benfica, qui est pas non plus un choix totalement idiot, hein, j'ai envie de dire. Mais même cela, son arrivée à Benfica, son arrivée en Europe en fait concrètement, elle n'a pas été si facile que ça hein, quand même. Hein. Oui, donc il faut savoir, c'est un joueur qui appartenait au Corinthians, mais son ancien club de Coimbra, donc qui était financé par la Banco BMG, possédait encore une partie du contrat. Donc il y a plusieurs clubs européens intéressés. Il y avait le FC Séville, mais il y avait aussi le FC Porto, dont le musée du club a été financé par la Banco BMG. Il y a aussi un partenariat avec le club, je ne sais plus lequel exactement, mais il y a des liens entre Porto et Banco BMG. Et donc Benfica, qui fin 2021 a signé un partenariat, cette fois-ci avec le club de Coimbra. Donc on voit qu'il y a un petit peu des accords entre les différentes parties. En plus, j'ai vu que João Victor avait 5 représentants, donc il a été annoncé à un moment au FC Porto, c'était quasiment fait. Et finalement, il a signé à Benfica, donc environ 10 millions d'euros.
Et il y en a entre 7 et 8 millions qui vont être récupérés par le Corinthians, puisque son ancien club du Coimbra, avec 45% encore de son contrat, ils ont vendu 25% et ils gardent 20% du contrat de João Victor. Donc c'est un peu une forme de TPO qui est interdit maintenant, mais là c'est pas un fonds d'investissement qui possède une partie du contrat, mais c'est un club qui est soutenu par un investisseur, donc on retrouve un partenaire dans le contrat de João Victor. On a même l'impression qu'il appartient à BMG, ce garçon. Oui, ouais, du coup la partie de Coimbra, c'est la partie de BMG. Ouais. Et donc c'est plus ou moins lui qui le place dans les clubs de, je vais pas dire sa filiale, parce qu'on n'est pas dans le cas de City ou des Red Bulls, mais ça ressemble un petit peu quand même cette histoire-là. Il y a des choses obscures, on va dire. On ne sait pas vraiment comment sont faites toutes les négociations. En gros, si on veut trouver son prochain club après Benfica, il faut savoir qui vient de signer des partenariats avec Banco BMG, c'est ça? Voilà, c'est à peu près ça. Bon, après, même si l'idée, je pense, c'est Benfica, on verra comment ça se passe, mais ça peut être un club tremplin. Ouais. Et après, Coimbra peut vendre les 20% qu'il gagne en faisant une plus-value sur un transfert qui serait plus important. Ouais, et justement, ouais, parce que surtout que, bon, autant tu peux t'amuser à avoir des pourcentages de joueurs, départ, cacher avoir du TPO caché en Am Sud, en Europe, ça va être plus compliqué quand tu vas aller dans certains pays. Mais justement, il peut espérer quoi, ce garçon à Benfica? J'aime bien le choix de Benfica, parce que déjà le Portugal, je pense que c'est un pays où l'adaptation en Europe pour un Brésilien va être plus facile. Après, il y aura quand même beaucoup de concurrence. Il y a Otamendi, Vertonghen, après je ne sais pas s'il va rester au club, mais il y a ces joueurs-là, et il y a aussi 2 Brésiliens, donc Morato et Lucas Verissimo, donc ça peut l'aider aussi dans son adaptation, mais en même temps ce sera difficile de faire sa place, mais je pense que même sans être titulaire à 100%, je pense que de toute façon ça ne sera pas le cas, je pense qu'il peut aider dès cette année Benfica. Il a dit son objectif c'est de remporter le titre puisqu'il a pris le numéro 38 et Benfica a pour l'instant 37 titres, donc il a dit que c'était le 38 pour le 38e titre à venir, donc ça montre aussi son ambition, et puis je trouve que c'est assez bien joué au niveau des supporters pour aider à se faire adopter rapidement, donc ouais. À suivre cette saison, mais je pense qu'il peut déjà être utile. Et puis à terme, on verra comment il s'adapte en Europe, mais je pense que ça peut être un joueur de Seleção, peut-être pas un titulaire, mais c'est un joueur, je pense, qui peut être appelé de temps en temps et être utile même pour le Brésil. Ouais, même si Otamendi, il y a eu des rumeurs qu'il le ramenait en Argentine, Morato serait dans le viseur du Stade Rennais, tu vois, il y a peut-être ça peut être le bon moment. Hein. Oui, je pense pas que non plus qu'ils vont rester avec 5 défenseurs centraux de ce niveau-là. Je pense que... je pense qu'il y en a un qui va partir, donc ça va lui laisser aussi la place. Ils n'ont pas recruté non plus pour ajouter un 5e joueur dans l'axe. Ouais, bon, en tout cas, on suivra justement ce qu'il va faire cette saison. Je ne sais pas si à terme, c'est un garçon qui peut un jour prétendre à la sélection ou nationale ou pas vraiment. Moi, je pense pas titulaire, je pense pas. Mais être sélectionné, d'ailleurs Lucas Verissimo, je crois qu'il avait déjà été appelé cette saison. Je le mets je pense à peu près à ce niveau-là. Je pense qu'il peut atteindre les performances de Verissimo. Donc oui, moi j'y crois. Pas titulaire indiscutable, ouais. Mais selon les blessures, selon le match, pourquoi pas être appelé, oui, je pense. Ouais. Ouais, écoute, on suivra donc cela, on verra. Et on rappelle qu'il n'a que 24 ans. Ouais, c'est ça, il est de 98, donc 24 ans. Donc il a aussi le temps, il arrive au bon moment, on va voir ce que ça va donner. Il a choisi le bon club pour justement débarquer en Europe. On sait à quel point Benfica, ça peut être une belle porte d'entrée, ou en tout cas un tremplin plus qu'intéressant. Voilà pour João Victor, on va remercier Splash Hello, alors je vais le prononcer à la Hello. Merci pour ton follow. Et puis on va rester au Brésil avec toi, on va enchaîner, on va passer à, je le sais, à ton passage préféré. on va évoquer le maillot de la semaine. Et vous allez voir pourquoi, messieurs, dames, je chambre déjà par avance Marcelin.
Et je chambre Marcelin parce que ce maillot de la semaine, c'est tout simplement le maillot de Fluminense. C'est pas cette image que je voulais mettre. Voilà, c'est celle-ci par exemple. C'est le nouveau maillot, le maillot de Fluminense qu'ils ont porté lors de la victoire face à Bragantino. Alors ce match, on peut parler du côté sportif puisqu'ils ont battu Bragantino. Ils restent accrochés au peloton des leaders et pourquoi pas aller chercher le titre, on ne sait pas, on verra. Mais donc je disais, l'info qui est importante sur cette victoire face à Bragantino, c'est le maillot qui était porté. Un maillot qui est très particulier, Marcelin. Oui, c'est un maillot qui devait sortir le 21 juillet. Bon, finalement, il a fuité la veille, ce qui était publié par erreur sur le site d'Umbro. Mais de toute façon, c'est un maillot qui était attendu cette année et qui avait été déjà approuvé par le conseil du club en début d'année. Donc, c'était pas non plus une surprise. Ouais, alors vous êtes peut-être que vous ne connaissez pas à fond le football brésilien, mais je pense quand même que le maillot de Fluminense fait partie des maillots mythiques du football brésilien. On connaît tous avec ces fameuses rayures vertes et rouges et blanches. Vous voyez le maillot, si vous êtes en train de nous regarder ou si vous regardez cette émission sur YouTube, on a un maillot qui est à moitié gris, à moitié blanc. Justement, Marcelin, à première vue, ce maillot, il semble déroutant. Donc je le disais, pour le profane. Sauf qu'au final, ce maillot, à une époque où on commence à... On critique souvent, et parfois, voire même souvent à raison, les extravagances des équipementiers. Là, pour le coup, ce maillot-là, il a une vraie résonance historique, il a une vraie réalité pour Fluminense. Oui, donc le maillot, le lancement est attendu le 21 juillet, puisque le club a été fondé un 21 juillet en 1902. Donc, c'est pour les 120 ans du club. Donc, pour revenir sur l'histoire, le premier président du club et l'un des fondateurs, c'est Oscar Cox, qui est un petit peu le Charles Miller, mais à Rio. Donc, Charles Miller, c'est l'importateur du foot au Brésil, qui est allé en Europe, qui est revenu à São Paulo, qui a commencé à développer le foot. Oscar Cox, il fait la même chose. Il étudie en Suisse, où il découvre le football. Et après un voyage à Londres, quand il revient à Rio, il apporte avec lui les équipements nécessaires à la pratique du foot. Et il fonde Fluminense, donc qui est quasiment le premier club de Rio. Et le premier maillot du club va donc être gris et blanc. C'est un maillot qui ne fait pas l'unanimité. Il y a par exemple Edwin Cox, donc, qui est le frère d'Oscar Cox et qui est aussi l'un des premiers dribbleurs du football brésilien. Donc il y avait déjà le dribble dans le football brésilien dès les tout débuts. Edwin Cox va proposer un maillot bleu ciel et bleu foncé. Sa proposition est rejetée par les autres socios, mais il y avait déjà d'autres propositions pour changer ce maillot gris et blanc. Et donc à l'époque, les maillots sont importés d'Europe et Oscar Cox se rend à Londres avec Mario Costa, donc, qui était un autre membre du club. Et il ne va pas trouver le maillot traditionnel du club. Et c'était trop cher de les fabriquer sur mesure. Mais par contre, il va trouver un maillot vert et rouge avec de fines bandes blanches. Et c'est un maillot qui lui plaît parce qu'il n'y a aucun club brésilien qui a de telles couleurs. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est vrai que le maillot tricolore de Fluminense, on le reconnaît tout de suite et on ne peut pas vraiment se tromper avec un autre club. Donc, quand Oscar Cox est encore à Londres, il va convoquer une assemblée générale extraordinaire et le maillot va être adopté à l'unanimité. Donc, Flamengo. Bien joué, ça y est. Il fallait au bout d'un moment. Ah non, mais alors, j'attendais patiemment. Je me disais, ça va tomber, j'attendais. Ben voilà, c'est bon. C'est fait. Je peux faire ma croix sur le bingo Marcelin. Mais ça m'accroche un peu de le dire à force, c'est trop. Ah, il y a eu beaucoup de... Tu as trop prononcé Fluminense, c'est vrai. Ouais, ça va pas, au bout d'un moment, il y a une overdose. Donc Fluminense devient le tricolore, mais ils vont pas jouer, donc ça se passe en 1904. Mais le temps que Oscar Cox revienne au Brésil, la saison est déjà terminée. Donc le premier match avec les nouvelles couleurs tricolores va avoir lieu le 7 mai 1905 et Fluminense bat Rio Cricket 7-1. Donc ça renforce encore cette acceptation du nouveau maillot
On en avait un peu parlé déjà avec Flamengo, le maillot Papagayo di Vintem et toute la superstition brésilienne. Donc là, ça se passe dans le bon sens pour Fluminense. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire parce que généralement les maillots qui sont aujourd'hui des maillots alternatifs ou qui en fait à la base sont les maillots originaux, enfin oui, dans le sens originel, le premier maillot, euh, généralement on n'aime pas trop ça et tu le disais, enfin on n'aime pas trop ça. Il y a cette malédiction, tu parlais du Papagayo de Vintem à l'instant, pour Fluminense il a déjà été porté, hein, il a été porté il y a 10 ans. Oui, donc pour il y a 10 ans, pareil, c'était là pour les 110 ans du club, mais ils avaient déjà lancé ce maillot rétro gris et blanc. Ouais, il est très similaire, hein, vous le voyez à l'image, c'est quasi le même. Hein. Oui, oui, ouais, c'est le même principe. Après, c'est vrai que le maillot actuel est quand même plus joli que Je ce suis assez gris. d'accord. Je suis assez d'accord. Mais il l'avait déjà fait avec déjà Fred. Et il l'avait limité à 40 178 unités. C'était le nombre de jours depuis la fondation du club. Et toujours encore sur la malédiction. Le maillot avait été lancé pour un match contre Grêmio, donc c'est la 12e journée du Brasileirão. Et à l'époque, Fluminense était le seul club qui était encore vaincu dans le championnat. Et ils perdent 1-0 en prenant un but à la 88e minute. Donc ça pourrait être un maillot qui porte malheur. Mais finalement, ils vont l'utiliser lors de 2 autres matchs. Vers une victoire 1-0 sur Palmeiras et une victoire 3-1 sur Santos, donc il joue avec son équipe réserve pour ce match. Mais finalement, ça va leur porter chance, puisqu'en plus, ils remportent le Brasileirão en fin d'année. Donc là, pour 2022, bah, ils ont gagné leur premier match avec ce maillot. Après, ils vont peut-être le réutiliser au cours de la saison, même s'il va y avoir un autre 3e maillot du coup qui devrait sortir en septembre. Mais on verra aussi si ça leur porte autant chance qu'en 2012. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que ça va être un maillot qui va les amener au titre? On le voit, hein, là, le maillot Umbro, à quel point il est quand même nettement plus beau que celui d'Adidas. C'est très subjectif, je sais, mais pour le coup, voilà. Après, j'avoue que très personnellement, les maillots Umbro sont généralement assez incroyables, je trouve. Mais voilà, ça va nous amener. Je vais te le faire dire. Ça nous amène Fluminense au titre, ça ou On verra, mais c'est vrai qu'ils font une très belle phase aller. Après, ouais, je vois Palmeiras quand même assez fort. Et puis après, c'est vrai que bon, Fluminense, ça joue très bien cette année, mais Diniz aussi, on est habitué quand même Ouais. où il démarre fort, il y a du beau jeu, il y a des victoires. Et puis en fin d'année, ça s'écroule un petit peu. Donc on verra si c'est encore le cas cette année. Moi, je crois pas trop à un titre de Fluminense, même laissant le clubisme de côté, je les vois pas champions en fin d'année. Ah non, on est d'accord, on sait jamais, on verra. On a peut-être déclenché l'effet Halo. Et oui, Non, non, non. attention, ça sera peut-être gardé ce passage. J'espère pas. Non, franchement, je pense qu'ils Et vont envoyer gagner en fin d'année. à toutes les filiales de Flamengo d'Europe. Mais bon, tu seras loin à ce moment-là, c'est pas grave. Ouais, vous pourrez pas loin et proche aussi. Donc. C'est vrai. Voilà, et Pierre qui rappelle dans le chat ouais, on va le clipper, merci Red Rouge. Et Pierre qui rappelle dans le chat, hein, si un jour vous allez, et là on va, bon, ça nous avait bien énervé, mais bon c'est pas grave. Si un jour vous allez à Rio, si un jour vous voulez aller visiter, si vous allez du côté de la Rangeras, que vous voulez aller visiter le musée ou entrer pour aller voir le stade de la Rangeras, voilà, visiter les installations de Fluminense. Ne portez surtout pas un maillot autre que... Si je vous devais porter un maillot de foot, ne portez surtout pas un maillot de foot autre que celui de Fluminense, quel que soit le club, même si c'est votre club européen, machin. On a vu des journalistes se faire rembarrer parce qu'ils avaient des maillots anglais. Hein. Donc voilà, faites attention, anecdote à savoir, c'est important. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les clubs, on n'a pas essayé de se balader dans les clubs avec des maillots différents, mais en tout cas, voilà, à Fluminense, faites attention. Donc voilà. J'irai avec un maillot de Flamengo pour voir si c'est toujours le cas. Ouais, tu dis ça, tu l'as pas tenté. Hein. Non, bon, après, ça peut se comprendre aussi. Bon, après, c'est avec un maillot d'un club européen, bon, ça n'a rien à voir, mais ouais, j'arrive à l'entendre quand même qu'il y ait que les maillots de Fluminense qui peuvent rentrer. Ouais, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas trop quoi en penser, mais bon, voilà, bref. N'essayez pas, donc en tout cas, parce que vous ne pourrez pas rentrer. Pour aller voir le musée et le stade, vous allez voir les statues de Scar Cox et tout, voilà, bref.
Voilà pour le maillot des 120 ans du Fluminense. Je sais pas si vous êtes amateur de maillot et que vous voulez l'acheter, je sais pas s'il sera facile à acheter. Je sais pas s'ils sont faciles à acheter les maillots. Je sais que je pose des questions à un flamenguista, mais ils sont faciles à acheter les maillots de Fluminense hors Rio. Déjà à Rio, c'est pas forcément facile. Je me suis jamais renseigné effectivement sur la chose. Non, mais déjà à Rio, pour l'avoir vécu à Rio, c'était déjà pas facile. Même à la boutique du club, trouver le maillot qu'on voulait, que c'était pas évident. En dehors de Rio, je suis pas sûr. Ouais, celui-là peut-être un peu difficile à voir sur le site d'Umbro, si tu peux le commander pour la France. Ouais. Ça dépend aussi des marques après. À voir. J'avoue, je sais pas, c'est très difficile pour dire les choses. Et là, pour le coup, c'est pas pour flatter le Marcelin, mais si vous allez au Brésil un jour, vous verrez qu'il y a un club qui est en avance sur beaucoup d'autres au niveau de tout ce qui est produits dérivés, achat de maillots et tout. Flamengo, c'est très facile. Voilà, pour dire les choses, Flamengo, c'est très très facile de trouver des produits Flamengo. Les autres, c'est pas gagné d'avance. Ouais, après, justement, pour les 120 ans du club, avec le lancement du nouveau maillot, ils ont fait toute aussi une gamme de produits dérivés aux couleurs enfin, gris et blanc. Il y a eu pas mal de produits dérivés qui ont été faits par Fluminense pour l'occasion. Ok, bon ben voilà, à voir si s'internationalise un petit peu. Si vous êtes fan de Fluminense, on sait qu'il y en a. Malheureusement, dira Marcelin, mais il y en a. Voilà, ouais, le Garincha avec le 7 à la boutique de Botafogo, c'était compliqué aussi. Bref. Ouais. Bah tiens, oui, on va en profiter pour faire la bise à Jordan. Mais il n'y avait pas que Jordan qui l'aurait bien voulu, ce maillot Garincha 7, pour te dire les choses clairement. Moi, je me voyais déjà aller à Pau Grande avec le maillot Garincha 7. Mais je sais pas vous, les gars, mais. Moi, je me voyais y aller comme ça, mais bon, voilà, c'était fini. Bref, voilà, on va rester là pour le maillot de la semaine. On va passer à la suite. On va passer à la dernière rubrique de cette émission, les rendez-vous de la semaine. Alors, on n'a pas eu droit à notre Baptiste national aujourd'hui, mais quand même, une petite page Asie, puisque ce mercredi midi 20, vous avez un Corée du Sud-Japon, finale c'est la finale, enfin, c'est une phase de groupe, c'est une poule unique, donc je sais pas, voilà, c'est pas une finale en tant que telle, mais c'est une finale dans le sens où Corée du Sud et Japon sont les deux premiers du groupe, et le vainqueur gagnera le championnat d'Asie de l'Est, le AFF. La Corée du Sud compte 2 points d'avance sur le Japon, puisque le Japon s'est fait accrocher par la Chine, et donc la Corée du Sud peut se contenter d'un match nul pour décrocher ce championnat mercredi à midi 20, pardon. Sinon, plus proche de nous, on en a parlé tout à l'heure, en Colombie, pour la Copa América, Colombie-Argentine cette nuit à 2h, Brésil-Paraguay la nuit prochaine, la nuit d'après, celle de mardi à mercredi à la même heure. Et sinon, à vous signaler aussi, indépendamment des championnats, on peut parler de championnat chilien par exemple, avec un super classico qui est prévu dimanche à 21h et qui va être extrêmement explosif entre la OU et Colo-Colo, parce que c'est toujours la crise du côté de la OU. Ça n'est pas du tout du côté de Colo-Colo qui est leader. Donc voilà, match absolument passionnant à suivre dimanche à 21h. Et sinon, cette semaine, c'est le début de la toute dernière CONCACAF League de l'histoire cette semaine. Alors pour les deux du fond qui ne savent pas ce qu'est la CONCACAF League, c'est une compétition qui a été créée par la CONCACAF pour donner accès à la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une compétition qui a été créée pour mettre les géants costaricains au même niveau que les petits nouveaux de la CAN Première Ligue, la Première Ligue canadienne, pour essayer de décrocher l'une des 6 places qualificatives pour la CONCACAF Champions. C'est la dernière édition parce qu'à partir de 2024, elle ne se fera plus. Il y a eu une réforme de la CONCACAF Champions, de la CONCACAF Champions League. Ils ont soi-disant, ils nous expliquent qu'ils ont étendu, qu'on est sur une phase d'expansion de la CONCACAF Champions. Parce qu'en fait, concrètement, la CONCACAF League va intégrer les tours préliminaires de cette CONCACAF Champions avec des tournois régionaux qui vont donner ensuite des qualifications pour la phase finale. Voilà, bref. Dernière édition, ça se joue cette semaine. C'est à partir de la nuit de mercredi à jeudi, si je ne me trompe pas. Et sinon, autre rendez-vous à suivre. Marcelin, je crois qu'on a de la Coupe du Brésil, c'est ça, on a les quarts cette semaine. Ouais, mercredi, jeudi.
Vas-y. Il y a le mercredi, jeudi, il y a les quarts de finale aller de la Coupe du Brésil, mais c'est dans la nuit. Ouais, c'est ça, c'est dans la nuit. Alors, si vous voulez les affiches, Atlético Goianense et Corinthians. Flamengo Atlético Paranaense, c'est ça, ouais. Sao Paulo América Mineiro et Fortaleza Fluminense. Je sais pas ce que ça peut donner comme demi-finale éventuelle, si c'est déjà connu. Tu le sais, ça, j'ai pas regardé. Oui, ouais, c'est Sao Paulo América contre Flamengo Atlético Paranaense. Et donc Atlético Goianiense Corinthians contre Fortaleza Fluminense. Donc, on peut même pas avoir un Corinthians Sao Paulo et un Flaflou. Non, ou en finale. Ouais, mais bon. Mais déjà, les huitièmes de finale, ouais, c'était la folie. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 classicos. Et là, ouais, ça peut être en finale. Ben, ça peut être en finale, on verra. Je pense qu'il y en a un qui voudrait bien un Flaflou. Parce qu'en plus, tu seras là-bas à ce moment-là ou pas? Je sais même plus quand c'est la finale, mais oui, je pense oui, parce que le temps que ça se joue, tout ça le temps que ça joue, et aller-retour. Ouais, je sais plus quand c'est la finale, mais j'espère, ouais. Eh ben écoute, on verra, on suivra. Je sais pas si tu as d'autres rendez-vous en tête ou sinon c'est bon. Enfin, il y a du championnat, hein, mais voilà, pas de grosses Ouais, affiches. j'avais noté samedi 21h30, il y a Ceará Palmeiras et dimanche 21h Atlético Paranaense Sao Paulo. On fait des matchs sympas. Ouais, des matchs sympas, ouais, exactement. On arrive à dire match sympa avec Palmeiras et pour le coup, c'est vrai, on le pense vraiment maintenant. Oui, en plus, contre Ceará, c'est sympa aussi. Ça joue mieux et puis en plus à Ceará, en plus il y a une belle ambiance et Ceará c'est aussi sympa cette année, donc ouais, à suivre. Ouais. Voilà. Et un horaire en plus aussi plutôt sympa. Ouais, c'est clair. Il y a pas disons que vous pouvez pas utiliser l'excuse du décalage horaire. Voilà. Sinon, bah voilà, n'hésitez pas. Hein, vous verrez sur les réseaux sociaux. Si jamais on doit organiser des lives, ça va être compliqué hein, pour tout vous dire cette semaine. Bref, voilà. Voilà, on va arriver au terme de cette émission. Il y a National Liverpool mercredi soir 1h du matin, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi. Ah bah tu fais si bien vous d'en êtes parler courageux. Et il n'y aura pas Luis Suarez. Est-ce qu'il serait en tribune? Non plus. Bon. Du moins, il n'est pas dans l'avion à l'heure actuelle, selon Flight Radar. Mais tu sais qu'il attend qu'une chose, il attend juste de prendre le même avion que toi en fait. Ah oui, on se croiserait pas dans l'avion, je pense. C'est pas les mêmes. Ah ouais. C'est pas la même classe, c'est pas le même. Ah ouais, c'est bizarre. Je croyais que tu avais franchi une dimension. Et il devait, alors c'est très rigolo, alors là je dérive un petit peu parce qu'il est 22h54 et que c'est plus très grave, mais dans la nuit de samedi à dimanche, il y a donc des Uruguayens qui étaient persuadés d'avoir trouvé le vol privé en jet Madrid-Montevideo, parce qu'il y a quand même un con qui a fait un vol privé Madrid-Montevideo qui n'était pas Luis Suarez en jet privé dans la nuit de samedi à dimanche. Et donc il y avait plein de supporters de National qui se sont retrouvés à 5h du matin, dimanche matin, l'heure à laquelle l'avion atterrissait à l'aéroport de Carrasco, avec un froid de canard évidemment et un nuage et la brume comme pas possible. Et évidemment, il n'y avait pas Luis Suarez dans l'avion, fort malheureusement. Magnifique. Magnifique. Non, on n'a pas parlé du Classico Rosarino Red le Rouge. On parlera d'Argentine dans le compte-rendu de la semaine hein, sur Hello. On va en rester là hein, pour cette émission. Je vais vous remercier, messieurs, de m'avoir accompagné ce soir. Je vais juste je vais encourager hein, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans le chat, que je vais remercier d'avoir été avec nous ce soir aussi. Ceux qui vont ceux qui étaient dans l'avion, ça a dû lui faire bizarre. Ceux qui nous écouteront sur les émissions en replay, que ça soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast, hein, n'hésitez pas à nous suivre hein, sur toutes ces plateformes là. C'est des preuves de soutien et si vous voulez nous soutenir, hein, il y a toujours le magazine avec cette magnifique tour de Bangou en une. Et si vous voulez par exemple en savoir plus sur l'histoire, on a parlé des origines hein, avec Oscar Cox et Fluminense, vous pouvez vous jeter sur le Primera Bola de Marcelin, qui est le dernier en date de la maison d'édition. Il y en a d'autres qui arrivent, on vous les annoncera à la rentrée. L'une des personnes présentes ce soir est concernée, mais on en parlera à la rentrée, tranquillement. On fera les annonces quand il le faudra. Donc voilà, hein, sinon je vous rappelle, hein, il reste 2 autres livres de la maison d'édition. Les voici, le Garincha et le Bielsa. On va vous laisser ici pour ce 21e épisode du 9-10. On va vous donner rendez-vous peut-être lundi prochain, c'est pas sûr à 100% lundi prochain.
avant de faire une petite coupure la semaine d'après. On va voir. Lundi prochain, c'est pas sûr encore à 100%. Sinon, voilà, hein, peut-être au même endroit, à la même heure, à 21h pour un nouvel épisode du 9-10. On va vous souhaiter une bonne semaine de football sur la planète Hello et on vous dit à très très vite les amis. Bonne soirée à tous.